Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info Télévision. Nous sommes le 30 avril 2026, veille de fête du travail. Circuler à Yaoundé ce soir, bien évidemment, est très compliqué. Peut-être c'est le climat de veille de fête, mais il y a également une pluie qui a également couvert le ciel de Yaoundé cet après-midi. Nos invités se battent comme ils peuvent pour nous retrouver. Et l'émission a pris un léger coup dans la programmation avec un léger décalage en termes de minutes. Mais on va bien rattraper le cœur du débat ce soir qui va interroger justement le travail au Cameroun. Nous sommes à l'ère, selon les discours officiels, du travail décent. Est-ce une réalité ou un mythe? Au Cameroun, peut-on dire que le Cameroun justement est à l'heure et à l'ère du travail décent? Quel est le contenu et le contenant du travail décent et qu'est-ce qui est célébré demain, 1er mai, comme tous les 1er mai dans notre pays? On en parle avec nos invités. Les premiers qui ont réussi à braver toutes ces difficultés sont là. Quelques gouttes de pluie visibles sur le costume. On voit également les traces d'embarras. C'était pas du tout facile. Jean de Dieu est vous là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vous millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là et de partager avec vous les co-discutants cet échange-ci est important qui touche le cœur même de la citoyenneté, qui touche le cœur de la vie sociale, qui touche le cœur de la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est fait pour travailler et les conditions de travail sont donc les conditions de travail dans lesquelles nous, le peuple camerounais fonctionne et sont à questionner, sont à voir aujourd'hui. On verra qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire et dans cet environnement où nous connaissons tous les problèmes que vivent les citoyens camerounais, en l'occurrence l'informel, quoi. On va parler tout à l'heure. On a un peu ironisé, mais se déplacer à Yaoundé les après-midi ou les avant-midi, ce n'est pas chose facile. En ce moment, ce n'est pas chose facile au regard de la pluviométrie d'abord. Le temps n'est pas assez favorable parce que à chaque après-midi à Yaoundé il pleut ces jours-ci et aussi les embouteillages. On a cru qu'avec l'amélioration des routes avec l'arrivée du pape qu'on connectera, on ne connaîtra plus ce problème d'embouteillage. Mais là, pour arriver ici, c'était vraiment pas facile. Tous les carrefours sont carrément bouchés et on ne sait pas si au niveau de la police, si on ne peut pas déployer plus d'agents de police au niveau de gérer la situation. Des points stratégiques. On sait où c'est difficile. Oui, ils ont tous les plans, tous les plans de la ville de Yaoundé, mais là on se retrouve qu'à chaque carrefour il y a des bouchons, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas parfois les taximens et les citoyens qui se débrouillent à essayer d'organiser la circulation et c'est pas digne d'une capitale politique en plus. Et des fois, c'est pratiquement les feux qui ne fonctionnent pas. Lorsque Eneo a retiré son jus, ça devient assez compliqué. Merci d'être là ce soir. Accueillons également Paul-Stéphane Mourouga, qui est bien connu sur nos plateaux, et beaucoup d'autres. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette émission. Tout en espérant qu'une fois de plus, nous serons à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs qui sont généralement très exigeants. Et je sortirai simplement en disant que on n'a pas amélioré l'offre en termes de route quand le pape est venu. Ouais. On a simplement fait quelques réflexions là où il devait passer et on s'est arrangé à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Donc il faut rappeler ici que la problématique des routes à Yaoundé et au Cameroun reste d'actualité parce qu'on a beaucoup de routes secondaires qui, si elles sont bitumées,
pourrait régler et gérer la situation. Donc nous interpellons dans les institutions concernées en leur disant qu'il faudrait qu'ils se mettent au travail pour que nous ayons au moins les routes, pour que nous puissions... Il faut justement penser à ces routes secondaires-là. On a vu ce que la route Etambafia a pu soulager du côté de Bercoron et autres. On a vu cette route qui ressort vers l'hôpital général, ce qu'elle a apporté. Il y a des possibilités pour essayer d'améliorer, parce que si on reste sur le tracé ancien, avec les nombreuses voitures, tout le monde en a pratiquement aujourd'hui. Le boom automobile au Cameroun est impressionnant. Tout le monde achète la voiture. Si vous n'en avez pas, c'est un problème. Et ça se ressent au niveau de la circulation. Il faut donc réfléchir un peu plus. Descartes, à Konosé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à nos patrons, les téléspectateurs. C'est pour eux que nous sommes là. Juste pour dire que aussi il faut savoir, ajoute à ce que tout ce qui a été dit, juste une petite précision aussi, il y a beaucoup d'embouteillages ces derniers temps justement parce qu'il y a beaucoup de chantiers. Il y a beaucoup de routes qui sont en chantier. Au niveau de Vannes, il y a beaucoup d'endroits, vous voyez, les routes sont barrées parce que justement on est en train de, soit on est en train d'élargir, soit on est en train de justement arranger certaines zones, certaines routes secondaires qui étaient souvent utilisées. Donc c'est ça qui fait qu'il y a aussi des embouteillages ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de chantiers. Donc les choses sont en train de s'améliorer, bien qu'on peut faire mieux, je ne refuse pas. Mais j'ajoute quand même à ça que c'est les chantiers qui font qu'il y ait certains blocus. Bon, on casse quelques œufs pour faire de belles omelettes. D'accord. Bertrand Vama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tout le panel, bonsoir à vous millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau sur ce plateau. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Vous êtes déplacé plus facilement. Oui, plus facilement. Vous savez, l'arrivée du pape a décanté certaines situations. Et pour cela, je félicite le pape. Je félicite le pape. Parce que si le pape n'était pas au Cameroun, on ne devait pas avoir ces changements qui ont été opérés. Vous voyez le tronçon, vos petits carrefours mec. Maintenant, on circule librement, puisque c'est la route que j'emprunte régulièrement. Et il y en a plusieurs. Cité verte, Madagascar. Il y en a d'autres tronçons. Vous voyez même que Carrefour Van, en allant vers l'échangeur, est en chantier. Il faut féliciter le pape. S'il peut revenir dans 3 ans, peut-être votre pape. On aura plusieurs autoroutes au Cameroun. D'accord. Et je félicite également mon ami, le ministre Paul Atangandi, qui était toujours près du pape, auprès du pape. Il a accompagné le pape à Bamenda pour s'assurer que les choses se déroulent bien, même à Douala. C'est un homme de terrain que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, il est presque partout. Il était même, je peux dire, le coordonnateur du chant du pape. Vous voyez qu'il est dans les questions politiques, co-auteur. Oui, il est dans les questions politiques, il est même dans les questions religieuses. C'est vraiment un homme à féliciter. C'est un bon vice-président alors. Bon. Pour la vice-présidence, s'il est vice-président, il fera du bon travail. Mais il faut trouver un candidat qui n'a pas d'abeille, qui n'a pas de serpent. Oui. D'accord. Il faut trouver quelqu'un de neutre. Le profil réel. Bon, pourquoi ne même pas mettre un enseignant vice-président du Cameroun? Pas des enseignants du supérieur. D'abord, il n'y a pas tous les enseignants. Non. Vous êtes partout. Un enseignant. La plupart des SP des ministères, c'est des enseignants. Non, un enseignant, moi je milite pour qu'un enseignant soit vice-président de la République. Du supérieur? Non, ce sont déjà des corrompus. Les enseignants d'université? Ils sont des corrompus. Les grands profs? Oui, non, ce sont des corrompus. Je préfère un enseignant du secondaire, lui au moins s'il viendra avec la vigueur. Ou du primaire. Ou du primaire même. Avec la chicotte. Oui, exactement. Il en faut parfois. Si on ne fouette pas, vous savez, le Camerounais est parfois têtu. Si on ne vient pas avec une méthode parfois sauvage là, il ne peut pas changer. Vous avez vu comment le travail a bougé du côté de Cité Verte, Madagascar. Parfois, il faut la pression. Le Camerounais aime la pression. Il faut casser les portes comme Ketchakoutes.
Non, faut pas. Bon, c'est vrai, parfois il faut cela. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Merci beaucoup Bertrand Bama d'être là. Je voudrais attirer l'attention également du maire Yaoundé 6. Hein. On a célébré sur ce plateau les travaux lancés du côté de Supérette. Il y avait une belle banderole avant les élections. Il y avait des groupes de danse. Supérette devait être soulagé. Les engins sont arrivés, ils ont commencé à bitumer. Puis tout le monde a disparu. Plus d'engins, plus de banderoles. Il n'y a plus rien. Les mêmes trous sont de retour. Et ils sont plus nerveux maintenant parce que c'est les morceaux de bitume qui se découpent. C'est plus problématique qu'avant. Ce qui s'est passé à Supérette. On espère qu'il y a une réponse qui va arriver très tôt parce que Supérette est censé soulager le carrefour TKC. Et franchement, cette déviation est très utile, mais qu'on fasse les travaux à moitié et tout le monde a disparu, ça devient un problème. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être marquer une respiration avec notre partenaire eau. Et puis derrière, on retrouvera l'Imakuma, plante de vie, parce que je vois qu'il a un stock de quelques produits. Alors, je ne maîtrise pas beaucoup l'utilité. Il nous en dira tout à l'heure. Petite respiration. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Sur le plateau de Le Grand Soir, l'Imakuma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ce plateau. Et ce soir, je suis venu avec le produit King Chimique 24 heures la solution. Ce produit-là qui traite les MST, les IST. C'est vrai que lui ne traite pas les routes et autres. Lui traite les... Il a son chemin. Il a son chemin bien précis. Son canevas bien tracé. Donc lui, il s'occupe uniquement des personnes là qui sont victimes des MST, IST, mal soignées ou bien pas traitées du tout. Le King Chimique, c'est un concentré de plusieurs plantes qui vient éradiquer le chlamydia en quelques jours seulement. C'est vrai qu'on appelle King Chimique 24 heures la solution. Il y a des personnes qui nous appellent pour nous dire que est-ce qu'on soigne le chlamydia en 24 heures. On leur répond toujours non, c'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures. Mais seulement si vous avez des symptômes liés au chlamydia, en 24 heures, ces symptômes vont disparaître. Mais seulement il faudra suivre un traitement sur une période bien déterminée. Il y a donc des personnes qui ont des problèmes tels que les démangeaisons sur les parties génitales, parfois même les écoulements du sexe. Quand on parle d'écoulement, ça ne concerne pas que la femme, ça concerne aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont des problèmes d'écoulement. Ils vont constater qu'en longueur de journée, sur leur petite culotte, il y a toujours des taches là qui vont se déposer. Quand ils vont se soulager, ils vont constater qu'il y a toujours un liquide blanchâtre, gluant qui sort, surtout quand ils se mettent à l'aise. Alors, le produit King Chimique 24, la solution en 24 heures vient arrêter ces différents symptômes. Il faudrait savoir que nous tous avons le chlamydia en nous. On parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, mais quand on commence à ressentir certains symptômes, comme je suis en train d'énumérer actuellement, il y a des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise haleine, de mauvaise odeur même au niveau des aisselles. C'est pas pour autant dire que ces personnes-là ont une mauvaise hygiène corporelle ou bien une mauvaise hygiène buccale. Que non. Il faudrait savoir que la mauvaise haleine, elle émane du ventre et non de la bouche. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont se brosser 2 à 3 fois par jour, mais elles ne peuvent pas s'exprimer librement devant les gens, ou bien ne peuvent pas rire normalement devant les gens parce qu'elles sont conscientes qu'elles ont une forte haleine. Alors le produit King Chimique 24, la solution va venir éradiquer tous ces symptômes dont vous êtes victime au quotidien et détruire les germes et les bactéries qui sont responsables de votre mauvais état de santé. Nous avons aussi des femmes là qui ont des problèmes de conception ou de procréation. Le même produit King Chimique 24, la solution va venir déboucher les chromes et aussi si vous êtes déjà victime des myomes ou des fibromes, le produit King Chimique 24, la solution, vient vous apporter des solutions. Vous n'aurez plus besoin de passer par des opérations pour avoir la solution à vos problèmes de procréation ou bien d'enfantement, y compris les hommes qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'algospermie. Je ne termine pas encore sans parler du produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil pour ces personnes qui sont victimes du petit appareil génital. Nous avons donc mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Jean-Jacques, sur ton plateau, je voudrais souhaiter encore à tous les téléspectateurs bon travail.
Bonne fête du travail, pas bon travail. Ça, c'est pour le travail. C'est ce que j'ai dit. Demain, c'est la fête du travail. C'est ce que j'ai dit, bon travail. Moi, tu voulais nous piéger. On a compris le sens, le bon travail. Avec tout cela, ça peut travailler. Les travailleurs en ont besoin. Effectivement. D'accord. Bon travail. Merci beaucoup, Lema Kouma d'être passé par ici et Plan de Vie. On se retrouve la semaine prochaine. Dès que tu m'invites, c'est avec grand plaisir que je me ferai encore le plaisir de venir sur ton plateau. Sans problème. Alors parlons de ce travail. Demain, c'est le 1er mai. Bertrand Bama, qu'est-ce qu'on célèbre au Cameroun le 1er mai? La journée nationale du travail. Je vois, vous avez votre thème travail décent au Cameroun. Mytho-réalité. Et Jean-Jacques, lorsqu'on parle d'abord de travail décent, le travail décent renvoie à un travail productif. Le travail décent renvoie à une protection sociale, une sécurité sociale, une meilleure sécurité sociale, parce qu'il faut préciser. Le travail décent renvoie à un dialogue social permanent. Et le travail décent renvoie à une bonne rémunération également. Mais Jean-Charles, lorsqu'on observe au Cameroun, est-ce qu'il y a, doit-on parler de mythe ou réalité? On constate que 85% des travailleurs, des emplois au Cameroun, des emplois, tant pour moi, sont issus du secteur informel. Vous voyez déjà que si 85% des emplois sont issus du secteur informel, vous voyez qu'on ne peut pas parler de travail décent au Cameroun. Pourquoi ces gens-là ont choisi? C'est la débrouillardise. C'est la débrouillardise. Donc, vous allez voir, dans ce pays, il y a des gens qui sont payés à 15 000 francs le mois. D'autres 20 000 francs. Je prends le secteur de l'enseignement dans lequel j'exerce actuellement, en attendant peut-être ma prochaine nomination plus tard, dans un autre secteur. Non, tu dois t'occuper de nos enfants, vraiment. Vous voulez abandonner la crêpe ou quoi? Vous voyez, Jean-Jacques, des enseignants, j'ai des amis dans les établissements privés qui sont vacataires. Quelqu'un gagne 15 000 francs, 20 000, 25 000. Par semaine ou par heure? Je dis par mois. Et il travaille? Il travaille, il a encore quoi? Il travaille, je vous dis par mois. Je vous dis bien par mois, Jean-Jacques. Et vous voyez, il va se construire comment? Il a une femme, il a des enfants, comment va-t-il vivre? Et il travaille. Et c'est dans ces établissements, Jean-Jacques, lorsque tu tentes même de faire des revendications, on te chasse. On dit que... Sur le dialogue social, il n'y a pas de... Oui, quand tu veux même dire quelque chose, on dit, tu es déjà rebelle. Voilà les rebelles, on te classe dans la liste des rebelles. Et la prochaine année, même lorsque tu déposes ton dossier pour renouveler, on ne t'accepte pas. Dès le départ même, le contrat n'est pas formel. Le contrat de travail. Parfois, ça n'existe même pas. Donc, à tout moment, on peut te renvoyer. Vous voyez que, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je connais déjà, j'ai des amis qui font de la moto après. Après l'enseignement, après 15 heures, il dépose la craie, il prend sa moto, il attaque. Il attaque. Parce qu'il ne peut pas vivre déjà avec... que ce qu'il fait à l'école, c'est l'attaque. Oui, c'est la 15 000 le mois. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas lui. Vous voyez, et après, prendre la moto. Et si ça ne suffit pas, certainement, il ira en Ndokoti, quand je te les doigts là, faire son commerce. Vous voyez qu'il jongle comme ça pour joindre les deux bouts. Et je vous dis, le secteur informel pile au Cameroun. Et parce qu'il n'y a pas cet encadrement-là. Même lorsqu'on va vous dire que la CNPS, plusieurs employés ne sont pas couverts. Certains employeurs trompent leurs employés en disant que... sur le bulletin de paye, c'est marqué que ça a été reversé à la CNPS, mais dans les faits, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas au secrétariat. Ça n'existe pas. Mais vous allez voir, dans certains établissements même, on vous prélève les impôts. Et lorsque vous demandez qu'on vous donne même ce relevé qui montre qu'on reverse ces impôts-là, on ne vous donne pas. On vous classe parmi les rebelles, on vous chasse. Donc, Jean-Jacques, pour moi, je réponds déjà... qu'on est très loin du travail décent. On va aller dans les faits. Le travail décent est un concept créé par l'Organisation internationale du travail, l'OIT,
en 1999. Le travail décent résume donc les aspirations pour des êtres humains au travail. Il regroupe l'accès à un emploi productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail, la protection sociale pour les familles, les meilleures perspectives de développement personnel et d'intégration sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, le droit de grève, de s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l'égalité des chances et des traitements pour tous, femmes et hommes. Et depuis plusieurs années, les thématiques tournent toujours autour du travail décent. Est-ce qu'on est en train de parler, comme on dit au quartier, la poule parle des choses des dents? On a l'impression. Pourquoi? Parce que comme l'enseignant le dit, il suffit de regarder revenons au primaire, les maîtresses. Comment voulez-vous qu'un établissement ait l'agrément, paye des impôts, mais qu'il n'y ait pas un suivi, soit du patronat, soit de l'État, pour s'assurer que les employés sont assurés, sont bien payés, et ou alors ne sont pas abusés. C'est-à-dire que le fondateur a son agrément, l'État prend ses impôts, les élèves sont là, mais on ne s'intéresse pas à la situation d'enseignement. Comment est-ce que, et quand je parle de l'établissement, je parle de la boulangerie, je parle de la petite ménagère, je parle de toutes ces structures, parce que parler de l'informel, c'est comme si rien n'était organisé. Je parle du syndicat même des mototaximans. Puisque tout est organisé, lorsqu'on veut rassembler les mototaximans à Douala, on sait à qui s'agresser. Lorsqu'on veut toucher les mototaximans à Yaoundé, à Bafouta, on sait à qui s'agresser. Ça veut dire que tout est organisé. Mais pourquoi il n'y a ni assurance, ni bon salaire, ni... Mais l'État recueille ses impôts. Le patronat, on va accuser l'État, mais que fait le patronat camerounais? Parce que ailleurs, dans des pays développés, vous allez vous rendre compte que l'État emploie moins de 10% parfois. C'est-à-dire tous les fonctionnaires. Mais le reste, c'est le patronat, c'est le privé. Mais on a un patronat où nous les sentons, on n'a jamais vu, je ne sais pas si ceux qui sont sur le plateau me diront, vont peut-être me concrétiser. Moi, je n'ai jamais vu une sortie du patronat où ils exigent la hausse des salaires, parce que j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes complices de ces abus. Comment voulez-vous, dans les stations-service, les boulangeries, les grandes quincailleries... Ce n'est pas le travail du syndicat que vous demandez au patronat de faire? Non, s'il y a un patronat, s'ils exigent du gouvernement, parce qu'à chaque fois, je vois leur sortie où ils interpellent le gouvernement pour ci ou pour ça, mais si ceux qui s'occupent du privé, avec la coordination de l'État, ils se doivent aussi de veiller à ce que ce privé soit mieux rémunéré, qu'il y ait des assurances, que les employés soient assurés, et qu'on ne retrouve pas des maîtresses qui sont en train de piquer dans le petit déjeuner des enfants, des élèves, qu'on ne retrouve pas des boulangers qui essayent de tricher un peu à gauche et à droite parce qu'ils ne sont pas bien payés. Donc, je pense que la question ici est systémique. C'est-à-dire, il faut revoir, non seulement parce qu'on a toute une batterie de lois concernant, dans notre pays, concernant la question de la gestion de l'emploi. Mais le constat est là, c'est que on a l'impression que le patron, il n'y a personne à la tête du patron qui contrôle le patron. Chacun crée son entreprise. Dès qu'il paye ses impôts, c'est sa chose. Il peut renvoyer qu'il veut, recruter qu'il veut, sous aucune base. On ne respecte pas les profils. Je me pose la question, peut-être des compagnonnistes qui sont mieux avisés là-dessus, sur le droit du travail, pourront nous édifier sur comment est-ce qu'on peut recruter, sur quelle base la loi fixe le recrutement. Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a une loi, des lois qui exigent, que ce soit au public ou au privé, les patrons surtout, de recruter, de renvoyer et de faire, d'avoir un certain comportement, parce que ce que nous vivons au Cameroun est déplorable, c'est catastrophique. D'accord, lorsqu'on écoute les premiers intervenants des cadres, on a l'impression que le travailleur au Cameroun est lâché dans une fosse au lion.
tout le monde vient le bouffer et que personne ne se soucie de la condition du travailleur lorsqu'on a vu les standards pour accéder à un emploi décent et qui est assez descriptif. On a l'impression qu'on est encore dans la caverne, à l'âge de la pierre taillée. Non, nous ne sommes pas dans la caverne. Nous ne sommes pas à l'âge de la pierre taillée quand même. On a déjà énuméré plusieurs cases à coucher. On peut voir 4 ou 5, c'est-à-dire les rémunérations, la sécurité sociale, les conditions de travail, le dialogue social. Bon, on ne va pas dire que toutes les cases sont couchées, mais au Cameroun, nous ne partons pas de zéro. Quand même, nous ne partons pas de zéro. En termes de dialogue social, par exemple, beaucoup d'entreprises, presque toutes, je crois même, ont déjà quand même ce qu'on appelle une organisation interne qui donne un délégué du personnel, dont il y a une discussion entre les employeurs et les employés, et elle est perpétuelle. Je crois qu'il y a aujourd'hui dans le privé, au Cameroun quand même, je crois qu'en termes de dialogue social, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je ne parle pas de perfection ici, mais il y a beaucoup d'évolutions. Toutes les entreprises sont organisées à ce que les aspirations, pour ne pas seulement parler de revendications, ça peut être des aspirations, ça peut être des propositions pour un meilleur service, soient faites. Ça se passe déjà au Cameroun, c'est possible. Les rémunérations, jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas toujours bonnes, mais elles se discutent déjà. Quand on est recruté quelque part au Cameroun, on permet quand même à celui qui vient, à celui qui est recruté, de discuter, de débattre de son salaire. Avec la fameuse question, quelles sont vos prétentions salariales? Voilà. Vous voulez le travail, on vous demande quelles sont vos prétentions. On vous désarme directement. Non, mais on ne vous désarme pas. Je dis, il y a quand même cet échange-là qui donne cette possibilité. Même comme l'entreprise a déjà une marge, mais je dis, il y a quand même cette discussion-là. Peut-être il doit y avoir une base qui correspond au profil à votre niveau. Peut-être à une convention collective. Mais quand un affamé arrive lui demander quelle est sa prétention salariale, il a peur même d'aller au bon niveau, au niveau qui correspond à sa rémunération, parce qu'il dit que ne pas être recruté. C'est déjà pas forcément. Pas forcément la Quand quelqu'un vient chercher un emploi, c'est pas toujours quelqu'un qui sort du chômage, c'est quelqu'un qui quitte d'une entreprise à une autre. Discuter du salaire peut lui permettre de faire le choix, soit il a quitté là-bas ou aller ailleurs. Donc quand on débat, quand on permet de discuter sur votre salaire, je pense que c'est déjà une avancée pour les rémunérations. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité sociale, il y a encore beaucoup de problèmes à faire, beaucoup de problèmes à résoudre. Parce qu'il faut savoir, quand on dit le privé, on dit même les employés d'État, il faut bien qu'on essaie de catégoriser les entreprises. Parce que si on ramasse comme ça, on débat, on dit seulement le privé, je peux vite avoir raison à vous sortant 10 à 20 entreprises privées où toutes ces cases sont cochées. Mais ce serait biaisé parce qu'on discute ici sur là où il y a des difficultés, sur la majorité des entreprises, des petites entreprises et moyennes entreprises, qui elles-mêmes aussi, si elles étaient représentées ici, pourraient dire pourquoi. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a des groupes de camarades à deux niveaux. Il y a les dispositions et le suivi que l'État doit faire, le gouvernement. Maintenant, il y a aussi souvent un blocus au niveau des employeurs. On va voir dans la suite, parfois il manque de sérieux au niveau des employeurs. Certains vont dire certains vont trouver des raisons. Par exemple, les entreprises ne sont pas assez accompagnées ou alors ne font pas assez de recettes pour répondre aux besoins des employés. Des employés, oui, ça arrive. Vous savez, on peut recruter, on fait un business plan, mais la réalité, c'est pas toujours ça. Vous êtes là depuis 15 ans. Écoutez, vous produisez pendant 15 ans et vous dites... Vous avez tout à l'heure l'exemple des boulangeries. Je ne suis pas porte-parole des entrepreneurs, mais je pense quand même que non. Il faut reconnaître, il faut leur accorder parfois de la bonne foi. Et c'est important. C'est pour ça qu'il y a un dialogue social. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines entreprises, le patron peut faire 2 mois, je n'encourage pas, peut faire 2 mois sans payer ses employés, mais il n'y a pas de grève. Parce qu'il y a un échange, parce qu'ils savent que souvent quand il y a des entrées, souvent quand ça marche, le patron, non seulement on n'a pas de retard de salaire, nous avons même des primes et nous sommes mieux traités. Alors si ce mois-ci, il nous appelle, nous fait asseoir, il nous dit voilà, vous avez vu tel, nous avons eu tel contrôle, nous avons eu tel défaut de paiement sur telle ou telle situation. Parfois les employés comprennent leur patron et peuvent travailler 2 mois sans salaire parce qu'il y a une confiance, il y a un échange. Par contre, quand quelqu'un sait que non, c'est vrai qu'on supporte ça, mais cette fois-ci, je sais que le DP ou alors le chef d'entreprise a eu des entrées et jusque-là, volontairement, non seulement nous fait travailler dans les passés, il y a quelque chose qu'on n'insiste pas dessus beaucoup, les conditions de travail. On fait travailler des gens parfois de 8h à 22h, on leur demande de revenir à 7h, on leur interdit d'avoir les week-ends.
Les gens supportent ça, mais... Ils n'ont pas de congé, ils n'ont pas droit au congé. Ils n'ont pas droit au congé. Si quelqu'un demande 2 jours, on lui dit, il faut savoir que quand tu vas aller enterrer ta mère, là, les 2 jours, on va te couper ça dans le... C'est les réalités que nous vivons. Donc il faut bien qu'on nous dissocie les réalités auxquelles font face les entrepreneurs. Et maintenant, là, ceux qui sont véreux et qui ne veulent pas. Et à ça, pour trouver solution, il faut qu'on sensibilise les employeurs aussi, et les chercheurs d'emploi. Parce que ce qui nous tue souvent, franchement, comme Jean-Jacques l'a dit, quand on n'a rien, t'as dit franchement on n'a rien, et qu'on a un entretien, on sort de la maison, on dit à madame que j'ai au moins eu un entretien. Franchement, arrivé là-bas, on nous propose quelque chose qui n'est pas ce qu'on attend, qui n'est même pas la moitié ce qu'on attend, mais on est souvent tenté de dire d'abord oui. Pourvu qu'on a d'abord dit qu'on doit trouver quelque chose. Même s'il faut qu'après on aille faire la moto. Parfois, vous savez, ceux qui font un deuxième boulot là, parfois on annonce par la maison qu'ils ont un deuxième boulot bizarre. Hein. Bon, je ne dis pas qu'ils ont un boulot bizarre. Je veux dire, mais qui n'est pas celui pour lequel on sort? Parce qu'on n'a même pas eu le courage d'aller dire que voilà ce que j'ai accepté là-bas. On est souvent pris par le chômage, pris par certaines réalités qui nous font accepter. Et en termes de standards, vous avez dit qu'on ne parle pas de 0, mais est-ce qu'on a atteint 5 sur 10? Oui, oui. Respect des standards, oui, bonne rémunération, sécurité sociale, dialogue social et autres. Je ne veux pas être prétentieux à donner une note. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes là pour discuter sur comment on peut combler le vide qu'il y a. Oui, mais il faut d'abord le lever. D'accord. Bonsoir tous en studio. Concernant le 1er mai, vraiment, je vous jure, ce pays va prendre le feu. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Les entreprises privées mènent la vie dure aux Camerounais. L'État est là. Ils passent leur temps à prendre de l'argent et laisser qu'on maltraite les travailleurs. Moi, je suis déjà à 2 mois sans salaire. Je veux rencontrer le DG. Les gars barrent la route carrément. Bonsoir Jean-Jacques et à tout le panel. Sur le thème du travail décent, le débat doit changer de paradigme. Je suis Célestin Mengue, juriste, administrateur de sécurité sociale et inventeur du 4e système de protection sociale au Cameroun, le tri symbiotique mécène, je crois que c'est ça en abrégé. Pour moi, le travail décent sera une réalité quand nous transformerons nos AVS, acteurs de vulnérabilité systémique, l'informel, en APS, acteurs de performance structurelle. Mon ingénierie permet d'intégrer 5 millions de Camerounais grâce à la redistribution algorithmique Sauvera, autofinancé par nos ressources environnementales. Le système est prêt, il ne manque que l'impulsion politique. Bien à vous, Célestin Bégué, il faudra venir nous présenter cette solution ici sur le plateau. On va parler du travail pendant quelques jours encore. Le travail au Cameroun ne respecte pas le profil, car les patrons font de l'employé ce qu'ils veulent. Autant dans le secteur privé que public. Vous n'avez pas signé votre message, mais il est passé quand même ce soir. Est-ce qu'on aura quelqu'un d'autre? Massok Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir la Panthère, je n'oublie pas ce panel qui a bravé la pluie en cette veille de la journée du travailleur. Pourquoi êtes-vous si misogyne? Car je souhaiterais avoir comme vice-président une dame de caractère. Donc, qu'est-ce que ça coûtait ça alors? Parler du travail chez nous relève d'un mystère. Parce que l'on a dévalorisé les compétences intellectuelles au détriment d'immenses relations comme affinité et pourquoi pas dans les relations transmissibles sexuellement. Ah, d'accord. Dans cet environnement, le travail rapproche 3 grands mots comme pour déduire que le travail n'est pas décent, mais plutôt de sang. Je suis dans les activités libérales avec l'administration à vivre misère et malheur au niveau des paiements. Ce mal a des ramifications jusqu'à mes employés à attendre plus de 90 jours, voire des années après livraison du marché. L'État est aussi complice de ce mal-être. Je ne parlerai pas des conditions de travail salarial et de sécurité sociale. Quelle banalisation de l'être humain, quel que soit son rang social. Massok Thomas qui parle de banalisation de l'être humain. Pour entrer, Paul Stéphane, sur cette question, on a défini les standards pour parler du travail décent. Je crois que Descartes a montré à quel niveau on peut y se situer, qu'il y a quand même des choses qui sont faites. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein? Quand on est sérieux, le verre est très vide. Très vide, même pas moitié. Non, il est très vide. Quand on est sérieux, oui. Quand on est sérieux, le verre, il est très vide. Déjà parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais je veux commencer par rappeler à Descartes qu'en droit du travail,
le salaire a un caractère alimentaire. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille ne peut pas faire un mois ou ne doit pas faire un mois sans salaire. C'est pour ça qu'il y a un texte d'application même qui... Permettez, c'est la vérité. Laisse-qu'il nous dise, laisse-qu'il explique. Le salaire a un caractère alimentaire. C'est pour ça que le législateur camerounais ne blague pas avec le salaire. Il y a un texte d'application de 1968. Une convention qui protège le salaire contre le travailleur lui-même. Parce qu'on estime que le travailleur parfois même est irresponsable. Justement, le législateur va très loin en protégeant même le salaire du travailleur contre les créanciers de l'employeur. Ça veut dire que quoi? Si l'employeur a des créances qu'il ne peut pas rembourser, à la fin du mois, il s'occupe d'abord de ses salariés. Ça veut dire qu'il paye d'abord les salaires avant ses créances. Pourquoi? Parce que le salaire a un caractère, j'insiste, alimentaire. Donc, rien ne doit justifier le fait que quelqu'un travaille pendant 30 jours et à la fin du mois, vous lui dites que vous ne pouvez pas lui donner son salaire. Parce que c'est son salaire qui lui permet de payer sa maison. C'est son salaire qui lui permet de payer le transport de ses enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est son salaire qui lui permet de rationner sa femme. Donc, vous comprenez déjà que sur cette base, en réalité, tout est faussé. Maintenant, je vais continuer en disant que non. On doit accuser le gouvernement parce que dans un État, on crée les institutions justement pour réguler. Parce que tous les problèmes qu'on pose ici, c'est un défaut de régulation. Je peux vous rassurer que sur le cadre, quand on convoque le cadre institutionnel, tout est mis pour qu'on ait un travail décent au Cameroun. Parce que quand vous prenez le droit du travail et ses textes d'application, j'ai envie de vous dire qu'il y a une très bonne littérature en ce qui concerne le monde du travail. Prenons par exemple le cas des enseignants du privé. Est-ce que vous savez qu'il y a un texte d'application qui encadre la fonction de l'enseignant privé au Cameroun? Bien sûr. Avec toutes les classifications professionnelles. Ça veut dire que quand vous êtes vacataire, vous avez votre classification professionnelle qui correspond à un salaire précis. Mais ce n'est pas appliqué au Cameroun. Et il a évoqué un élément qui m'amuse. Et là, ça concerne les employeurs. Le contrat verbal est reconnu au Cameroun. Ouais. Il faut plutôt dire aux employeurs que le contrat verbal est un contrat à durée indéterminée. Parce que quand vous lisez l'article 25, il y a deux formes de contrat. Le contrat écrit et le contrat verbal. Et la loi définit les contrats qui doivent être impérativement écrits. Et la loi vous dit que dès qu'un contrat est verbal, il est à durée indéterminée. Donc vous comprenez que le vrai problème ici, ce sont les institutions qui sont chargées de veiller à ce que ce qui est écrit soit appliqué. Et le Cameroun a ces institutions. On a tout un ministère qu'on appelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Qui est parti de prévoyance sociale à sécurité sociale. Exactement. Ce n'est pas un simple jeu de mots. Exactement. On a une caisse nationale de prévoyance sociale, ce qui est même encore problématique. Parce que vous ne pouvez pas avoir un ministère qui fait dans la sécurité sociale et avoir une caisse qui fait dans la prévoyance sociale. Vous comprenez que le président de la République doit sortir un décret qui change le nom de la CNPS. Ça doit être la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que le ministère s'inscrit déjà dans la logique de la sécurité sociale, alors qu'on a encore une caisse qui fait dans quoi? La prévoyance sociale. Ça pose un problème. Maintenant, prenons par exemple le cas des salaires que vous avez évoqués. J'ai envie de vous dire qu'il y a également un texte d'application qui structure ce qu'on appelle la classification nationale type. Ça veut dire que pour chaque métier, il y a une classification nationale type qui correspond également à un plancher en termes de salaire. Ça veut dire que quand on va à la négociation du salaire, on commence à négocier à partir de la catégorie socio-professionnelle qui correspond à votre emploi. Si on prend le cas des journalistes, est-ce que vous savez que les journalistes ont une convention collective? Normalement. Est-ce que les entrepreneurs des médias appliquent ça? Non. Je ne suis pas certain. Les enseignants même ont une convention collective. Est-ce que vous le savez? Bien sûr. Mais ce n'est pas appliqué. J'ai envie donc de vous relancer, M. Mondouka, avec toute la batterie littéraire que vous venez de donner là. Donc, c'est-à-dire, vous allez... Permettez-moi. Donc, vous allez prendre ces textes, vous allez vous rendre dans un collège. Donc, on va vous dire qu'on vous donne l'heure à 800. Vous allez dire que non. Non, non, voilà, le texte qui dit que je dois être... Oui, mais... Non, vous l'avez non, mais...
Il y a les textes, mais l'application est problématique. L'application est problématique. Si vous pouvez refuser, ça peut se faire. Si vous refusez 800 et que tout le monde refuse 800, parce que tout le monde est au courant des textes, ils sont obligés de s'aligner. Ce qui est bien, c'est que les employés, rassurez-vous, moi je suis employé, Stéphane, les employés eux-mêmes ignorent tout ce que Stéphane vient de nous donner comme bonnes informations là. Les employés l'ignorent et ça peut causer problème. Comme on ne connaît pas ces droits, on est souvent victime d'abus. L'État doit contrôler, mais je suggère aussi que les employés prennent connaissance du code du travail. C'est important de connaître les éléments du code du travail. Pour cette première prise de parole, Stéphane va chuter. Oui, je vais chuter en disant que la vérité, c'est que n'ayons pas peur des mots. La personne ou les gens qui sont responsables de la situation ou du chaos qu'on vit dans le monde du travail au Cameroun, c'est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Je ne parle pas de l'individu, je parle de l'institution. C'est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pourquoi? Lisez les missions du ministère du Travail et vous lisez les missions de l'inspecteur du travail. Est-ce que vous savez que l'inspecteur du travail, chaque mois, doit faire une descente dans les entreprises, pour vérifier les bulletins de paye? Oui. Ce sont les missions de l'inspecteur du travail. Il vient se rassurer qu'effectivement, à la fin du mois, les salaires ont été payés. C'est pour ça que chaque employé doit décharger un bulletin de paye. Je vous parle donc du prêt. Moi, je suis dans les textes. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on convoque le cadre institutionnel de paye, on vous trouve insolent. Justement, quand le travailleur ne demande pas, l'inspecteur du travail dans ses missions, chaque fin du mois, ça veut dire l'inspecteur par exemple qui commande Yaoundé 6, doit s'arranger de telle sorte que ces éléments fassent le tour des entreprises de Yaoundé 6 chaque fin du mois pour contrôler les bulletins de paye des entreprises. C'est pour ça que le travailleur... Il doit le descendre. Mais sauf que justement, la difficulté qu'on rencontre, et j'aime bien ce que vous introduisez, et là je parle ici en qualité d'homme de terrain, c'est que, est-ce que vous savez que les inspecteurs du travail ont généralement les numéros de matricule dans les entreprises? Ça veut dire qu'ils sont salariés dans les entreprises privées. Et alors, celui qui est donc censé vous contrôler, quand il a un matricule dans une entreprise où il est salarié, vous pensez qu'il va encore contrôler? Quand il vient, c'est juste pour les formalités. C'est pour ça que je dis depuis que les gens qui sont responsables du chaos que l'on vit vis-à-vis des employeurs, en réalité, c'est le ministère du Travail, parce que il faut quand même reconnaître quand c'est bien fait. La CNPS a fait beaucoup d'avancées. Avec la CNPS aujourd'hui, vous êtes capable de savoir si votre employeur vous cotise ou pas. Il suffit que vous ayez votre numéro de sécurité sociale. Vous avez un bulletin, commencez d'abord. Non, il faut d'abord avoir le numéro de sécurité sociale. Parce que pour être sûr qu'on vous cotise, parce que je suis souvent amusé quand quelqu'un me dit qu'on verse mes cotisations alors qu'il n'a pas un numéro de sécurité sociale. Quand vous avez donc votre numéro de sécurité sociale, vous rentrez simplement dans le site de la CNPS. Je ne vais pas citer le site ici, parce que je ne suis pas le Celcom de la CNPS. Mais vous rentrez dans ce site, vous insérez votre numéro de sécurité sociale et vous avez l'historicité de vos cotisations. Donc vous voyez quand même que sur ce plan, il y a une évolution. Il y a une évolution. Mais les pleurs qu'on a enregistrés au quartier, après 15 ans, 20 ans, quelqu'un va se rendre compte qu'on n'a même pas déposé 10 francs du côté de la CNPS. Bonsoir, Gigi. 15 000 par mois, il est étonné du salaire que vous avez donné tout à l'heure. Non, M. Bama est fort. Dire ça en direct à la télé, est-ce qu'il a donc inventé? Accueillons Félix Niek, qui est membre du bureau politique du PCRN. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Zé, bonsoir, bonsoir aux copanélistes et aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent à l'instant. Un plaisir de t'avoir ce soir. On entre directement dans le vif du sujet. On interroge le travail au Cameroun, notamment le travail décent. Est-ce qu'on est en train de le vivre dans notre pays? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, je crois que pour évaluer s'il y a travail décent au Cameroun, comme j'ai écouté tout à l'heure mes copanélistes, l'Organisation internationale du travail a donné 4 critères. D'abord, le salaire juste. Si on l'examine, donc, on était sur la question du salaire, et qu'on examine s'il y a un salaire juste au Cameroun, et qu'on prend le SMIC, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de salaire juste au Cameroun. Il y a la protection sociale. Est-ce qu'on peut parler au Cameroun de la protection sociale dans un environnement où on peine même à avoir le contrat de travail? Parce que le travail au Cameroun, 90%, d'après les statistiques que nous avons,
est un travail informel. Donc les gens travaillent essentiellement dans l'informel. Ça fait donc que la protection sociale du travail n'existe pas. Tout à l'heure, le docteur Menunga parlait du ministère du Travail. Mais il y a un autre problème au niveau du personnel. Est-ce que nous avons même les inspecteurs de travail en quantité? Parce qu'avant de faire son travail, il faut s'assurer que nous avons le nombre qu'il nous faut pour pouvoir se déployer sur le terrain. À ce moment, il y a un gap énorme. Au Cameroun, actuellement, nous avons environ un inspecteur de travail pour 50 000 personnes qui travaillent. Donc même s'il est animé par la grande volonté du monde à effectuer son travail, ce n'est pas possible qu'il s'assure que tout ce qu'on dit là est fait. Et il y a un autre problème, le dialogue social. Oui. La question du dialogue social, véritablement, est-ce que ça existe chez nous? Est-ce qu'on permet à quelqu'un qui a déjà un emploi précaire d'exercer dans le syndicat? C'est très très compliqué. Il y a des textes. Nous avons les textes qui sont quand même, c'est vrai, le dernier texte le code de travail est âgé de 34 ans, parce que c'est un texte de 92, mais il n'est pas aussi appliqué, parce que s'il est appliqué, on a moins de problèmes. Le principe au Cameroun, c'est l'impunité dans le service, dans le travail. Donc, la justice, quand vous avez un procès par rapport à tout ce que vous subissez dans votre emploi, vous devez attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans pour que votre affaire soit enrôlée, pour qu'elle passe finalement, ça vous décourage. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que... Il y a, quand vous travaillez, Jean-Jacques Zé, excusez-moi de mettre l'accent sur cet aspect, la retraite. Parce que lorsque vous travaillez, vous pensez à ce qui va se passer lorsque vous ne serez plus au travail. Il y a donc, par exemple, le décret du 26 août 1974 qui a 2 anomalies très très importantes. Vous voyez au Cameroun, lorsque vous allez en retraite et que vous étiez en train de travailler, pendant que vous travaillez, si vous êtes un homme, il y a votre conjointe qui vous accompagne. Vous partez en retraite et vous décédez. Généralement, dans le contexte africain, il est très souvent admis que c'est l'homme qui décède avant son épouse. Est-ce que vous savez que votre épouse va rester percevoir simplement la moitié de ce que vous êtes censé percevoir pendant que vous êtes en activité? Plus grave encore, si elle-même travaille et qu'elle est aussi allée en retraite, il lui est interdit de percevoir 2 pensions retraite d'après ce décret. Donc, c'est des choses qu'il faut modifier. Donc, il y a les lois, notamment, qui ne sont pas appliquées, mais il y a qu'elles doivent être adaptées à l'environnement. Donc, tout ce que moi, je peux dire, du moins ce que nous disons au PCND, puis c'est le chapitre 6, d'ailleurs, de ce que j'ai vu qui est notre projet de société, vous allez voir que nous pensons qu'il faut humaniser le travail au Cameroun. C'est-à-dire, quelle que soit la volonté de ceux qui travaillent, s'ils n'ont pas mis dans leur projection, dans la création de l'entreprise, que je dois certes faire du bénéfice, mais il me faut humaniser ce que je fais, quelles que soient les théories que nous allons comment dire, avancer ici, ça ne va pas avancer. Donc il faut que ceux qui créent les emplois, notamment les employeurs, et ceux qui sont en charge de contrôler ce qui se passe, mettent l'accent sur l'humanisation du travail. Parce que quand vous voyez les femmes, le harcèlement sexuel dont elles sont victimes en milieu emploi, c'est catastrophique. Le congé de maternité, c'est à peine qu'elles sont payées. Maintenant, les handicapés, n'en parlons même pas. Donc, c'est des gens qui, soit lors du recrutement, les conditions de recrutement leur sont défavorables, mais lorsque vous avez été victime pendant le travail d'un handicap, c'est très très compliqué. Donc, il faut humaniser le travail au Cameroun tout simplement. Donc, on doit investir dans la sensibilisation, de s'assurer que les décideurs, qu'ils fassent leur travail en humanisant l'environnement, et les employeurs aussi, à côté de chercher des bénéfices, mais qu'ils se disent qu'ils n'ont pas affaire aux animaux. Ce sont les êtres humains comme eux. Tout le monde ne peut pas être employeur. Il faut les employeurs et il faut les employés et que chacun soit dans les conditions. Mais lorsqu'on a une entreprise, combien de travailleurs du secteur privé ont déjà vu un inspecteur du travail? Combien ont déjà rencontré un inspecteur du travail dans l'exercice de son travail dans des entreprises? Même si on dit que le nombre n'est pas suffisant. Mais on vient de vous dire, déjà, est-ce qu'ils descendent sur le terrain? Le fonctionnaire, quand il est cadré au Cameroun, il reste au bureau. Et c'est vous qui venez vers lui. Il n'est pas dans la posture d'humanisation dont parle le représentant du PCRN. Il est dans une logique où c'est vous qui devez venir à lui. Il est là pour justement beaucoup plus... Quand on entend parler de l'inspecteur du travail, c'est beaucoup plus dans le domaine des conflits, des problèmes entre employeurs et lui, là, les numéros de tous les patrons. Tout le monde. Moi, je pense qu'il est important. Dans d'autres pays, il a dit quelque chose d'assez important. Dans d'autres pays, la question de la retraite est politique.
Mais ici, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose où chacun décide de faire comme il veut. Non, il y a un texte qui encadre la retraite au Cameroun. Les textes sont là, tu nous as déjà, tu vas nous sortir tous les textes là. Les textes sont là, comme tu l'as dit, les textes sont bons. Oui. Tu sais, je débat souvent avec toi. C'est rare que tu dises que c'est bon. Mais quand tu dis que les textes sont bons, ça veut dire qu'il y a un problème ailleurs. C'est ça que j'ai dit, qu'il y a le cadre conceptuel y est. Voilà. Mais c'est ceux qui doivent veiller à ce que ça s'applique qui sont un problème. Voilà. Comment est-ce qu'on peut blaguer avec l'avenir, la vieillesse des millions de personnes? C'est-à-dire, vous-même qui êtes d'abord employeur, vous avez des gens qui vous produisent des richesses. Et vous ne cotisez pas. Vous attendez à ce qu'un jour ils vont partir. Et vous allez rencontrer ces gens en route. Ils vont vous appeler patron. Étant misérable. Pas de quoi suivre. Moi je pense qu'il y a un sérieux, une volonté politique. Parce que la question des retraites est une question politique. Par exemple en France. Et ce qui est surprenant, c'est que après demain, parce que dès qu'on parle de journée internationale de quelque chose, c'est la festivité. On va boire, on va manger. Tous les chômeurs, moi je ne vois pas, avec des t-shirts, et les festivités, à partir de 15h jusqu'à 18h, 20h, c'est les bars, les cafés, Mais est-ce que ce n'est pas pour noyer leurs soucis? Non, il est question d'orienter de telles journées à la réflexion. C'est-à-dire qu'on sache que les syndicats, les inspecteurs... Justement, la question est là, où sont-ils? Qu'ils sortent et qu'ils viennent nous expliquer aussi qu'est-ce qu'ils font, où sont les blocages et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Que de passer toute une journée à boire, à danser, comme le 8 mars. C'est le 8 mars des employés. Il y a la question du syndicat, justement, qui génère une autre question des syndiqués. Combien sont-ils même à être syndiqués dans nos entreprises? Avant d'arriver sur les syndicats, vous avez évoqué le cas des inspecteurs. Ils existent, mais ils sont peu. Et bien même lorsqu'ils existent, Jean-Jacques, lorsqu'ils vont arriver dans les entreprises, ils vont voir le boss. Certainement, le boss va donner quelque chose. Ils vont rentrer. Pourquoi ils ne se dirigent pas dans toutes les entreprises? Parce qu'ils savent, ils choisissent le type d'entreprise. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils vont voir le directeur général, ils vont donner, en fait, ils vont expliquer pourquoi ils sont là. Et bien même s'ils reçoivent dans une enveloppe, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont engager ce combat, ils vont partir. On a évoqué le fait qu'ils sont d'abord peu, et même ceux qui sont là sont des corrompus. Monsieur Menouga, il a tout à fait raison sur les textes. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est l'application. C'est à ce niveau-là. C'est au niveau. Parce qu'on va organiser des conférences, on va même arrêter de boire et de manger le 1er mai, comme mon confrère a dit. Mais si on n'applique pas les textes, c'est là-bas le problème. Organiser des conférences, oui, on en a déjà organisé plusieurs. Passons maintenant à l'application. C'est-à-dire, on doit veiller. Il faut multiplier. On a parlé d'un inspecteur pour 50 000 travailleurs. Il faut multiplier ces inspecteurs. Et l'État, c'est même l'État, parce que c'est la bonne gouvernance est le remède de la colère sociale. Donc, tant qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, et tout ça part du ministère du Travail, qui doit veiller à ce que cela soit appliqué. Faire des rondes régulièrement. On fait des enquêtes. On n'a pas besoin d'aller voir des enquêtes. On sait qu'à l'entreprise X, le salaire là-bas, il y a des gens qui ont 15 000. Quand je parle de 15 000 ici, j'ai d'autres casquettes dans l'enseignement que je ne veux pas dévoiler ici, Jean-Jacques. Donc je sais de quoi je parle. Vous comprenez, non? Parce que certainement, il y a des gens qui me regardent et qui savent que ce que M. Bama dit là-bas est vrai. Mais je préfère rester là. Je répète encore 15 000. Je ne veux même pas donner un autre montant. C'est qu'ils vont crier. Ça existe. Et ça me fait mal. Prenez le cas du match génie. Vous passez 40 mois sans salaire, Jean-Jacques. Parce que quand des cadres parlent, dites-moi un peu, 40 mois sans salaire, vous allez vivre comment? Bon, ils vivent comment? C'est quand même. Mais c'est institutionnaliser la corruption. C'est une manière d'institutionnaliser la corruption dans une entreprise. Ils vont vendre les pièces des engins. Ils vont perdre les voitures et autres.
Il y a l'achat de certains engins où le Matgénie est impliqué dans le processus d'acquisition et de réception. Donc, ils essayent d'aller combler là-bas, mais c'est pas ce qu'il faut. Il y a juste un message là-dessus, on va y arriver. Bonsoir Jean-Jacques. Nous, les enseignants vacataires, souffrons. Le mois-ci, par exemple, il y a des proviseurs qui disent qu'ils nous payent la moitié du salaire. On nous paye les 40 000 par mois. Et parfois, quand on affecte un nouvel enseignant, on te remercie sans te dire merci. Tu découvres seulement que tu n'es plus là. Tu as été viré et puis ton cas est clos. On ne veut même plus savoir. Bonsoir Jean-Jacques, s'il vous plaît. Je veux le numéro, l'invité à ma droite, qui parle du code du travail. Je veux qu'il me guide un peu. Djibril, depuis Olembe, il doit avoir des problèmes. Djibril, depuis Olembe, il a besoin d'être guidé. Pour cela qu'on dit que les inspecteurs du travail doivent être visibles. Les syndicats doivent également être visibles. Mais lorsqu'on parle de tous ces problèmes, bonsoir, bonne thématique, mais sachez que dès qu'une entreprise a financé la campagne d'un certain parti, l'employé n'a plus le droit de revendiquer. Suivez mon regard. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a au bout de ce regard-là. Bonsoir le panel. Moi j'ai été employé dans une entreprise privée, société de raffinerie du littoral pendant 10 ans. Ma santé ne me permet plus de travailler pour atteindre les 180 bulletins. J'ai 53 ans. Comment faire pour avoir mes cotisations? Merci Thomas Dawai Escalier. Vous voyez donc quelqu'un a travaillé pendant plusieurs années. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas comment faire pour avoir ses cotisations. Et là aussi c'est un problème. Les entreprises, l'État d'accord, mais l'employé lui-même est un problème. Il ne se forme pas, il ne s'informe pas. Vous travaillez sans savoir comment est-ce que, d'abord vous n'avez pas de contrat, vous continuez, vous ne savez pas qu'est-ce qui encadre votre travail, Descartes. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Bon, avant que je dise quelque chose, c'est important, il ne faut pas faire le procès aux entreprises et aux employés qui dansent et peuvent se laisser aller dans les... Donc ils dansent leurs choses. Non, pourquoi? Parce que le 1er mai, c'est le jour visible. Mais si vous faites le tour, vous verrez qu'à partir du 28 avril, beaucoup d'entreprises organisent plusieurs autres activités. Il y a des tables rondes, il y a des tables, des espaces de discussion. Les matchs de football. Ils évitent, non, au-delà de la généralement, c'est à la veille. Généralement, c'est à la veille qu'il y a une activité sportive, tu peux faire avec une marche, mais avant cette journée, il y a une ou deux autres journées où ils invitent même un représentant. Et ça change quoi du ministère. Ça change quoi? Vous parlez de dialogue social, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ne dialogue pas? Il faut appliquer. Je vous dis, vous avez dit que la fête ne doit pas se limiter à boire et manger. Oui. Je vous informe donc avant le 1er, il y a 2 ou 3 jours avant où ils font autre chose, ils font des réflexions comme nous le faisons aussi ici. Les lendemain, si parler et échanger ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Ils échangent pour faire quoi? Et le lendemain, qu'est-ce nous faisons quoi ici? Nous échangeons, nous parlons, nous pouvons faire bouger les choses. C'est la même chose aussi. Ils font bouger les choses alors que les employés. C'est pareil, je n'ai pas dit que c'est pas fait, mais je vous dis, ils ne font pas que manger et boire. C'est l'information que je voulais vous donner quand même. D'accord, oui, voilà. D'accord. Alors, le problème de l'employé lui-même dans cette situation. Exactement, il faut le dire. Il ne faut pas mettre la responsabilité sur l'employé. L'employé n'est pas le responsable du non-contrôle et du non-suivi. Ça, il faut d'abord le dire. Mais quand même, il est bien que l'employé soit outillé en termes de texte, en termes de ses droits. Parfois, on ne sait pas ce qu'on mérite. On ne sait pas, on ne connaît pas nos droits et on se laisse abuser. Parce qu'on allait demander le travail jusqu'en disant que je veux le travail. Ça s'explique pourquoi? Pour deux choses. Deux choses expliquent ça. Expliquent cette faiblesse-là. Premièrement, les conditions de vie. Quand c'est difficile, vous savez, il y a des gens qui chôment pendant très longtemps et qui commencent à se fatiguer de faire certains petits boulots, certaines petites choses. Et quand ils ont une opportunité d'avoir un travail stable, entre guillemets, pour eux, stable à dire, ça va aussi que je peux toucher quelque chose à la fin du mois, pouvoir aussi aller s'asseoir quelque part. Les gens sont tentés à ne même pas regarder derrière. Les gens sont tentés à oublier certaines choses. Ils ne demandent pas le contrat. Est-ce que vous savez que certains commencent le travail sans connaître leur salaire? Ça arrive. Parce qu'il n'avait plus, il veut d'abord, il se dit que je veux d'abord réserver la place, mais je m'assois d'abord là. Si j'ouvre les yeux ici, vous voyez, c'est ça, cette peur-là. Et ça vient de quoi? Puisque si nous sommes 20 et que 18 ignorent leurs droits, 18 ignorent ce qu'on appelle le code du travail, ça veut dire que les 18 sont prêts à accepter n'importe quoi. Il y a les 2 autres qui vont venir essayer ce genre de choses, venir avec ce langage-là,
Tu as dit, je veux le contrat, je veux les ceci, cela. Est-ce que tu sais que si je dois travailler le week-end, il faut ceci. Les textes sont dit comme Stéphane disait là. Un gars qui récite les textes comme Stéphane là, s'il est à minorité, croyez-moi, soit il n'est pas et je vous assure, parfois, quand tu es, parfois on se retrouve en entreprise, quand tu es ce genre d'employé éveillé, si je peux dire ça comme ça, les autres employés qui veulent les faveurs du patron, ça arrive, hein. C'est les autres qui se constituent et aller dire au patron qu'il faut faire attention. Le gars, c'est quand on était à la pause, apparemment, il a fait le constituer déjà. C'est ça. Parce que celui qui ignore ses droits pense qu'il peut avoir d'autres droits s'il peut trahir un Stéphane qui connaît qui maîtrise ça. Et les patrons, ils achètent. Oui. Et même pas pour grand chose. Hein. Parce que celui-là n'a pas autant de faveurs qu'il aurait pu avoir si on lui donnait ses droits au travail. N'allait pas avoir besoin de... Tout cela décrit un peu l'insécurité dans laquelle se trouve l'employé au Cameroun. Donc, vraiment, il faut que nous soyons outillés. Le code du travail, je crois qu'il est gratuitement, on le trouve gratuitement en ligne. Les mêmes gars qu'on utilise pour perdre le temps à Facebook, les mêmes gars qu'on utilise pour suivre les directs de certaines personnes qui sont quelque part. Ces mêmes gars peuvent nous aider à lire le code du travail. Et si nous sommes... Est-ce qu'à partir du 28, donc, est-ce qu'à partir du 28, comme tu le dis, les patrons peuvent prendre donc ce code du travail, débattre de ce code du travail? Est-ce qu'ils le font avec les employés? Il y a d'autres sujets qui sont généralement évoqués. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas le code du travail sur la table pendant des jours pour édifier, pour outiller leurs employés? Le sujet n'est pas orienté vers là. Pourquoi? Parce que les employés, le patron il gagne à l'éviter. Mais si les employés, quand le patron vient, le patron généralement vous demande quels sont vos problèmes ici. Vous savez, les problèmes des employés se limitent souvent à l'eau. Est-ce qu'il y aura le 13e mois? Oui, est-ce qu'il y aura le 13e mois? Est-ce qu'il y a le moment? Pourtant, si les employés, juste à ce moment-là, si c'est le moment, si c'est à ce moment les employés et que les lèvent le doigt et disent que, patron, le code du travail, dit ceci. La convention collective dit ça. Voilà. Et ici, ce n'est pas respecté depuis que nous sommes là. Mais je pense aussi que c'est le moment où les inspecteurs doivent donc mettre le pied sur le problème de... Je vous assure que si c'est pas si c'est les inspecteurs, mais le ministère du Travail, la plupart du temps, est représenté. Hein. Ou alors le ministère de tutelle, c'est pas le ministère du Travail, mais en tout cas la tutelle de la fonction du secteur d'activité est souvent représentée. Mais les débats ne sont pas orientés comme nous le faisons là. Les débats sont orientés sur autre chose. Ils veulent le 13e mois, ils veulent les primes, alors peut-être il y a un truc qui est caché, il faut parler de petites choses comme ça. Mais les questions de fond, l'idée mais les questions de fond sont rarement posées. Donc moi je dis il faut deux choses. Le gouvernement d'abord, c'est le premier responsable. Que le gouvernement crée un contrôle de proximité. Vraiment de proximité. Avoir un œil sur qui puisse peser sur tous les employeurs. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut que le gouvernement, le ministère du Travail pèse sur les employeurs en permanence. C'est-à-dire de façon, un employeur doit savoir qu'à tout moment et chaque jour, il peut être contrôlé. Il peut être saisi par le ministère. Et aussi maintenant, en deuxième lieu, franchement, soyons outillés sur le code du travail. Connaissons nos droits. Quand on connaît ses droits, on est affranchi. Et quand on connaît ces droits, et quand nous sommes majoritaires à maîtriser les droits, les employeurs vont s'aligner. Parce que quand ils savent que si je refuse à tel, ceux qui sont en rang, ceux qui sont dans la file d'attente, il est probable que la majorité vienne revendiquer la même chose. Le problème, c'est que notre pays a une file d'attente trop longue. Parce que le taux de chômage est très élevé. Oui, mais ça fait que trouver des gens qui peuvent se mettre... Elle est longue, mais malheureusement, elle est en majorité faite de ceux qui ignorent leurs droits. Ça veut dire, je suis convaincu que quand j'ai devant moi un gars qui refait des revendications, il suffit que je regarde... Ceux qui ignorent, mais pour la plupart, ils ont renoncé. Ils renoncent parce que ça, le gars vous dit, bon, si tu ne veux pas travailler, tu nous laisses, nous on va commencer comme ça. D'accord. C'est ça. On ne va pas exiger la souleté, mais informons-nous. Dès que je lis ce message. Nous sommes là pour eux, c'est nos Bonsoir Jean-Jacques, j'aime finalement les communicants du RDPC. Ils ont ceci de particulier qu'ils sont tous convaincus qu'ils sont convaincants. Ah bon, c'est quoi cette balle-là? Alors, la ceinture de sécurité, la meilleure, devrait venir de quoi lorsqu'on est dans ce milieu où les employés sont bouffés, les patrons sont comme des loups. Ils vous bouffent sans se soucier. D'abord, même vous disent que je verrai là où vous allez partir vous plaindre.
Je devrais te montrer qui je suis dans ce pays. La ceinture devrait commencer par quoi? Tous ces textes-là? C'est pas l'institution qui est chargée de réguler. Vous savez, dans une société, quand on crée une institution, c'est pour résoudre un problème. Si on a créé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est pour se rassurer justement, parce qu'il faut partir du principe selon lequel tous les employeurs sont des capitalistes. Ouais. Ça veut dire que si vous laissez un boulevard, il se comporte en capitaliste. Pour réguler donc cet esprit capitaliste, on crée donc une institution qui a pour mission de se rassurer que les textes qui sont écrits soient appliqués. C'est ça le véritable problème. Parce que même quand vous connaissez vos droits, si l'institution qui régule dérégule, j'ai envie de vous dire que vos droits ne vont vous servir à rien. Je dis, vos droits ne vont vous servir complètement à rien. Oui, est-ce que vous savez par exemple que quand on prend le cas de la sécurité sociale, dans la sécurité sociale, il y a 3 paliers. Il y a ce qu'on appelle les prestations familiales. C'est les prestations familiales qui permettent par exemple pour une femme qui a accouché d'être rémunérée par la CNPS. Ça veut dire que si ton employeur au départ ne t'a pas cotisé, quand tu accouches là, tu ne vas pas percevoir une indemnité. Congé de maternité. Il y a la pension vieillesse d'invalidité, parce que la sécurité sociale, on parle, mais on ne sait pas qu'il y a plusieurs paliers. Il y a la pension vieillesse et d'invalidité, qui avec le décret de 2015 a été revalorisée à 4,2% en termes de cotisation. Si ton employeur ne te cotise pas, après 180 mois, tu ne seras pas pensionnaire. Or, la pension vieillesse d'invalidité te permet justement que quand tu ne seras plus apte à produire, que tu puisses vivre de ce que tu as eu à produire quand tu étais apte. Et il y a un autre élément qu'on oublie, les accidents de travail. C'est ça qui fait que quand tu as un accident de travail, la CNPS te prend en charge. Et est même capable de t'allouer une indemnité en fonction de quoi? De ton incapacité. Ça veut dire que je peux avoir un accident de travail qui me rend invalide toute ma vie. Parce que mon employeur me cotisait, la CNPS également me reverse une indemnité toute ma vie. Donc vous voyez que le ministère du Travail nous fait beaucoup de mal en ne veillant pas à l'application des textes qui existent. Jean-Jacques, est-ce que vous savez qu'on est dans un pays où un employeur est capable de vous recruter le matin avec la bouche et à midi vous licencier avec la même bouche? Or, le licenciement est encadré au Cameroun. Même quand vous trouvez un employé en train de voler, il y a une procédure. Vous n'avez pas l'autorisation de lui dire que rentre chez toi, tu ne travailles plus. Non, les employeurs ont maintenant un motif, faute lourde. Même quand c'est la faute lourde, c'est ça que je vous explique donc. Même quand c'est la faute lourde, il y a une procédure disciplinaire qui doit être respectée. Parce que l'employé bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Même quand vous l'avez trouvé en train de voler, il doit d'abord s'expliquer. Donc vous devez d'abord lui donner une demande d'explication. Il s'explique et vous prononcez un licenciement formel. Vous comprenez donc que si ceux qui sont chargés de réguler le monde du travail au Cameroun font leur travail, ils vont limiter beaucoup d'abus, même si je suis d'accord avec le représentant du PCRN qui pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Parce qu'il faut rappeler ici que le Code du travail de 92 est écrit dans un contexte particulier, la crise économique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a accordées aux employeurs en réalité, parce que nous on a quand même eu le privilège de donner cours dans des institutions qui nous permettaient de réunir les Centrafricains, les Béninois, bref, les Africains d'Afrique subsaharienne. Et quand vous étudiez les codes des différents pays, vous vous rendez compte que le Code du travail du Cameroun a beaucoup de lacunes. Il faut l'améliorer aujourd'hui parce qu'on a l'impression que ce Code du travail protège beaucoup plus l'employeur que le travailleur parce qu'il a été écrit dans un contexte particulier. Donc vous comprenez aujourd'hui, et là j'interpelle les parlementaires, qu'en réalité, oui, parce qu'on ne le dit pas souvent, les parlementaires ont la capacité de modifier le Code du travail au Cameroun, puisque c'est une loi. L'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif et au législatif. Donc, nos parlementaires ont la capacité de s'asseoir aujourd'hui et de dire que
Est-ce que ça les intéresse? La plupart de ces parlementaires sont les patrons qui sont décriés. D'accord, bonsoir le plateau. Le régime a maintenu les acteurs sociaux et économiques nationaux dans une telle précarité qu'aujourd'hui, personne ne s'en sort. Les employeurs voient leurs factures impayées, la dette interne explose, par ricochet, les employés en subissent les impacts, conditions de travail stressantes, instabilité des salaires, couverture sociale quasi inexistante, le cycle infernal qui est à corriger. C'est Angelo Toueli, leader écologiste et social, qui envoie ce message-là, qui ajoute à cette réflexion également la situation des employeurs due à l'insolvabilité de l'État. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Oui, exactement. Nous pensons que c'est l'un même des principaux problèmes. Parce que quand nous constatons que 90% du travail au Cameroun est dans le secteur informel, ça signifie que l'État ne crée pas les mesures attractives pour les employeurs à migrer dans le secteur formel. À côté même des factures qui ne sont pas payées, l'impôt. L'impôt, c'est-à-dire on a un harcèlement fiscal au Cameroun qui fait finalement que l'employeur qui s'en sort a de la peine à assurer les conditions minimales de ses travailleurs. Donc l'État a d'abord, le premier problème de l'État, c'est de protéger le travail, c'est de promouvoir l'environnement de la création du travail au Cameroun. Et en plus, donc maintenant, ce que le docteur Munonga disait est pertinent, au niveau de, parce que quand il parle des procédures, l'impunité, il faut qu'on mette vraiment et met vraiment l'accent sur l'impunité. Quand il n'y a pas de dialogue social, si le ministère du Travail peut tenir tous les 3 mois le dialogue social, où les syndicalistes participent aux travaux, ils rendent quand même compte des frustrations et des traitements qu'ils ont au niveau de leurs entreprises, et ça permet finalement à l'État, qui n'a pas le personnel qu'il faut, de constater qu'à tel endroit il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'il y ait des interventions ponctuelles. Parce que quand l'inspecteur du travail arrive dans une entreprise et se limite au niveau du bureau du DG, mais si le syndicat ne peut pas avoir un cadre de travail où il dit que ça fait au moins peut-être 6 mois que les employés n'ont pas vu d'inspecteur du travail, comment donc le ministère du Travail saura que son inspecteur ne fait pas son travail? On parle de la formation tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un employeur au Cameroun qui permet à son employé d'être formé? Puisque l'activité syndicale est quasi interdite. Dès que vous commencez à parler du syndicalisme dans une société, vous devenez un danger pour vos collaborateurs, pour vos collègues, mais davantage pour votre employeur. Dès que cette activité, donc là, dans le collègue, on ne va pas te suivre. Oui, on ne peut pas permettre l'activité syndicale, il est difficile pour le travailleur, quelle que soit la volonté qui l'anime, de se faire former. D'ailleurs même, il revient à l'employeur lui-même de créer à des intervalles réguliers des sessions de formation et de mise à niveau de ses employés pour qu'ils soient à même de donner le rendement. Mais peut-être que l'employeur ne constate pas que lui, il gagne à avoir un personnel qui a une santé mentale lui permettant de donner le rendement attendu en fin de journée. Donc peut-être il faut, ce dialogue-là va aider. Parce que un temps on estime que l'employeur est hyper capitaliste, mais sauf qu'il ne sait pas que en misant trop sur ce qu'il va gagner, en créant les conditions qui frustrent les employés, finalement c'est lui qui est perdant. Donc il faut, tout le monde doit être formé. Au Cameroun, on ne crée pas une entreprise parce que forcément on a toutes ces capacités. Angelo a ajouté l'État qui ne paye pas des factures pour certaines entreprises. Ça aussi, ça rend la situation difficile. Oui, non seulement l'État ne paye pas les factures, mais l'État ne permet pas à toutes ces entreprises pouvant réaliser de gagner même les marchés. Donc vous vous rendez compte que s'il y a 10 entreprises, c'est à peine 2-3 qui gagnent finalement tous les marchés ou l'essentiel des 80% du marché, et les autres employeurs finalement eux n'ont pas d'activité à mener à l'autre côté. Donc à côté du paiement de ces factures, il faut qu'il y ait une justice dans les opportunités, parce que le budget, quand on vote un budget, le budget s'exprime en termes de marché. C'est toujours les services qu'il faut réaliser. Donc on s'assure qu'il y a un équilibre aussi à ce niveau. Donc nous, c'est pour ça que nous disons qu'il faut humaniser. Le jour où l'emploi sera humanisé au Cameroun, beaucoup de choses vont se passer. Là, tout le monde constatera que lorsque l'humain est protégé, c'est finalement l'employeur qui gagne, et c'est aussi l'État qui gagne en dernier lieu. Le plus 33, c'est la France, vous n'avez pas signé, mais vous dites, bonsoir Jean-Jacques, vraiment le Grand Soir est un programme très sérieux. Dites à cause
d'arrêter la fumisterie. Il fait trop de la fantasmagorie. Au Cameroun, tu tentes de dire à ton patron les histoires de droit là. Il va te demander si tu connais le nombre de Camerounais qui lui demandent le travail par jour. Et le même soir, tu te retrouveras au quartier en train de pleurer dans un chapalot. Ce pays est très compliqué. C'est dans ce sens que le scientifique Simon Vomon a affirmé que celui qui s'en sort au Cameroun peut s'échapper de l'enfer. Le travail décent est une réalité à New York et un mythe au Cameroun. Comment faire plier des employeurs si le ministre du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas véritablement les moyens de répression pour contraindre ces derniers à respecter le droit du travail? Je voudrais qu'on insiste sur ce côté-là. Est-ce qu'ils ont des moyens de contrainte pour l'employeur? Maintenant, si l'État essore les employeurs avec des impôts énormes, comment ces derniers vont augmenter des salaires? Le problème se pose donc selon ce message à deux niveaux. Est-ce que même le ministère a évoqué à des moyens pour imposer quoi? Est-ce qu'il a la volonté d'abord? J'ai envie de vous dire que c'est une question de volonté parce que chaque infraction dans le code du travail ou dans le texte d'application, on renvoie toujours ça à une disposition du code pénal. Je prends le cas par exemple du certificat de travail. Est-ce que vous savez que tant que votre employeur ne vous a pas délivré le certificat de travail, il a l'obligation de continuer à vous payer votre rémunération jusqu'à ce qu'il vous délivre votre certificat de travail. Et s'il ne le fait pas, on renvoie ça à l'article 372 du Code pénal. C'est une question de volonté. En réalité, quand vous analysez, prenons même le cas du délégué du personnel. Est-ce que vous savez que si l'employeur trouble l'activité du délégué du personnel, on peut renvoyer ça, on renvoie ça à un article du Code pénal. Je dis bien toutes les infractions du Code du travail, quand ce n'est pas respecté, on renvoie ça à une disposition du Code pénal. Ce qu'il faut dire ici, c'est que en fait, parce que moi, c'est l'observation que j'ai eu à faire, notre ministère du Travail se concentre beaucoup sur les grandes entreprises pour montrer que le secteur fonctionne bien. Or, dans les grandes entreprises, qu'est-ce qui se passe? Là, je parle en nombre de terrain parce que j'ai eu le privilège de travailler dans tous les types d'entreprises qui existent au Cameroun. Quand vous prenez la foresterie, ce n'est pas parce qu'il y a un ministère du Travail que les forestiers respectent le Code du travail. C'est parce qu'il y a les certifications qui viennent faire les audits. Et ils ne sont pas corruptibles parce que plus vous respectez le social, plus votre bois coûte cher. Parce que plus vous respectez le social, plus vous évoluez dans la certification et plus vous avez une certification qui a une certaine valeur, plus votre bois coûte cher. Ça fait donc que le ministère du Travail soit là ou pas, vous êtes obligé de respecter certaines conditions de travail, de respecter les conventions collectives, de respecter le congé annuel, de respecter la permission exceptionnelle, de respecter le congé de maternité, parce que quand ils viennent, ils vérifient tout ça et ils interrogent les travailleurs. Ça veut dire, en plus des documents que vous fournissez comme preuve, ils vont vers les délégués du personnel, vers les simples travailleurs, pour leur poser des questions pour savoir si le minimum est respecté. Vous voyez que, à cause de ces certifications, ils sont obligés de se conformer. Justement, ils sont obligés de se conformer. Sans attendre le ministère du Travail. Parce que ces derniers sont incorruptibles. Et le ministère du Travail se focalise justement sur ce type d'entreprise pour présenter les résultats. Or, le Cameroun est jonché de PME. C'est là-bas qu'il faut aller. Quand vous allez aller vers les PME, vous allez vous rendre compte qu'il y a des employés qui ont 12 ans de service, ils n'ont jamais eu de congé annuel. Et même quand bien même vous demandez le congé annuel, on vous licencie. Ils n'ont pas de prime d'ancienneté parce que la loi prévoit que après chaque 2 ans, votre salaire doit connaître une évolution. Ils n'ont pas de permission exceptionnelle parce que la loi, je vous ai dit que le cadre réglementaire est bien défini au Cameroun. Est-ce que vous savez que quand vous perdez votre parent, la loi vous accorde une permission qui est payée par l'employeur? On appelle ça permission exceptionnelle. Décret de 1975. Quand vous dites ça à un Camerounais, vous dites Cambon. Oui, ça existe. Quand votre enfant se marie, la loi vous accorde une permission, on appelle ça permission exceptionnelle. Chaque travailleur a droit à 10 jours par an qui sont payés par l'employeur. Donc vous comprenez que au privé,
Dans le privé, je vous parle du privé. Dans le privé. Je vous ai cité le décret. C'est le décret numéro 28. C'est le décret de 1975. Parce qu'il y a deux décrets en... Tu vas aller le mot de tête au Cameroun aujourd'hui. Merci. Tout le monde prend les calculettes aujourd'hui. Donc normalement, ça doit me faire... Alors, c'est pour Stéphane. Donc, vous comprenez donc en fait, le véritable problème, c'est que il faudrait que les institutions qui sont donc chargées de veiller à ce que les textes soient appliqués, veillent à ce que les textes soient simplement appliqués et qu'on sorte justement du régime de l'impunité. Parce que c'est ça le véritable problème. Monsieur Menunga, vous allez vous lancer, M. Menunga, mais on observe quand même que les communications qui sont faites, malheureusement, il parlait du ministre, lorsqu'on le voit à la télé, c'est pour parler du RDPC. Il n'y a pas de communication qui permette au moins à ce que les gens maîtrisent leurs droits, qu'ils sachent ce que les textes prévoient. Je ne sais pas si au poste national, il y a une tranche réservée au ministère du Travail pour quand même instruire les gens des réalités, des textes qui existent et autres. Là, ce serait important pour Stéphane. Non, je vais vous dire que tout est biaisé à la base. Pourquoi? Parce que l'État du Cameroun a prévu deux institutions qui représentent le travailleur. Il y a le syndicat et le délégué du personnel. Et la loi vous dit que dès qu'une entreprise a 50 travailleurs, obligatoirement, vous devez avoir les délégués du personnel. Parce que le délégué du personnel a la légitimité de saisir l'inspecteur du travail. Dès que le délégué saisit l'inspecteur du travail, automatiquement, l'inspecteur du travail a l'obligation de venir s'enquérir de la situation. C'est pour ça que même la loi protège le délégué du personnel. On ne licencie pas n'importe comment. Pour le licencier, il faut l'autorisation préalable. Sauf dans certaines communes à Douala, on a vous comprenez donc licencié une dizaine de délégués du personnel. L'inspecteur constate donc qu'il y a infraction, il fait comment? C'est assez niveau. C'est ça qu'on voit. Est-ce que d'abord ce mécanisme est fait? Est-ce que ça se fait? Mais ça devrait être fait. Ça devrait être fait. Les gens nous ont j'ai envie de vous dire que... Non, je vous assure, c'est que sur la volonté... Je veux prendre le secteur pour apporter un peu une piste de... Parce qu'il n'a pas encore clairement répondu à la question sur est-ce qu'ils ont des moyens pour imposer le respect de ces textes aux entreprises. Ce n'est pas l'inspecteur du travail qui impose. Parce que tout conflit commence par l'inspecteur du travail. Il y a un procès ou les procès verbaux qui sont dressés. Conciliation, conciliation partielle ou non-conciliation. À partir de ça, donc, vous saisissez le tribunal. Parce qu'il faut d'abord avoir les procès verbaux de l'inspection du travail. Une fois que vous avez les procès verbaux de l'inspection du travail, c'est donc le tribunal qui se charge. Le tribunal a les moyens coercitifs de pouvoir amener une entreprise à s'exécuter. Je prends un exemple. On vous a licencié de façon abusive. Vous allez d'abord saisir l'inspection du travail qui va régler le conflit. Sur la base de votre procès verbal, soit vous allez aboutir à une conciliation totale, à une non-conciliation ou à une conciliation partielle. Si vous aboutissez donc à une conciliation, par exemple que l'entreprise doit vous verser 2 millions, si elle ne s'exécute pas, vous saisissez donc maintenant le tribunal qui a tous les moyens pour pouvoir amener une entreprise justement à s'exécuter. Mais sauf que nos employeurs, au lieu de vous verser les 2 millions, est-ce que vous savez qu'ils préfèrent parfois verser 4 millions aux magistrats au lieu de vous donner vos 2 millions? C'est ça le véritable problème. C'est pour le mal. C'est clair maintenant. Oui, moi je dirais que si on avait mis dans vos lois là, que pendant le procès là, l'employeur doit continuer à payer. Si on avait mis ça, c'est que les employeurs ne sont pas malhonnêtes. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il y a encore litige, il y a le contentieux, il faut que quelqu'un soit en position de faiblesse, c'est-à-dire en train de perdre. Parce que si vous... Mais comment payer si quelqu'un ne travaille pas? Ne travaille pas, c'est un principe. Attendez, si vous l'avez envoyé abusivement, si l'équipe se le travail, le juge doit établir. D'accord. On va avancer. Bonsoir sur le plateau, jolie thématique. Même quand on connaît nos droits, on fait face à une corruption du monde des avocats. J'aimerais bien vous parler de mon souci personnel. J'ai été victime d'accident en tant qu'employé. J'ai pris un avocat qui a mangé mon argent. Et après enquête, nous avons découvert qu'il avait déjà été payé par notre entreprise pour faire tourner notre dossier. Jusqu'à une année après, il vient nous dire qu'il a perdu tous les dossiers fournis.
Paul depuis Akodolinga et qui nous rappelle qu'il est paralysé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et il vit cette situation-là. Les avocats, comme certains inspecteurs du travail, ont des complicités avec des employeurs, vont vous tourner en bourrique. Le petit peu même que vous aviez fini là en route. Qu'est-ce que dit cet enseignant? Bonsoir Jean-Jacques. Que peut peser un État qui lui-même ne s'acquitte pas de ses obligations vis-à-vis de ses employés devant les privés qui enfreignent la loi? Un État qui affecte son personnel à des postes pour le rémunérer après 4 voire 5 ans, ou commence par leur verser 50% de leur salaire. L'État qui ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de ses personnels ne saurait exercer son pouvoir régalien sur les privés. Philippe Roger, depuis Simbok, et il précise qu'il est enseignant. Oh, on a compris, justement. Merci beaucoup au professeur Stéphane Bounouga pour ses clarifications. Digne universitaire respectable, du courage. On aime voir des cerveaux se respecter de la sorte. Maillot, du côté de Douala, parce que lui ne nous a pas parlé de la valeur de son costume, tant mieux. Rester sur les faits, c'est quelques petits pics qu'on peut faire ainsi. Alors, dans cet environnement, demain c'est le 1er mai, on va fêter, on va boire, on va manger. Comment on fait pour coller, pour rattraper toutes ces fissures qui ont été soulevées aujourd'hui? On arrête de travailler, on fait une grève générale, qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'arrête pas de travailler, on travaille, mais on passe à l'application des textes. Et ceux qui refusent d'appliquer les textes, on les frappe. Je vous prends le cas de l'enseignement. Il faut une collaboration entre le ministère du Travail et le ministère des Enseignements secondaires, par exemple. Un privé qui refuse de bien rémunérer ses enseignants, lorsque l'inspecteur aura dressé son procès verbal, il saisit le ministère de tutelle que voici ce qui se passe, puisqu'il y a des textes qui accompagnent tout cela, donc il ne viendra pas inventer. C'est pourquoi il faut une collaboration entre ces ministères-là. Ces ministères doivent travailler ensemble. Donc le privé, lorsqu'on va commencer à frapper un privé, Jean-Jacques, je prends le cas de l'enseignement, lorsqu'on va frapper un privé, les autres vont se ranger. Mais tant qu'on ne frappe pas, si ça se limite seulement au constat, parce que l'inspecteur ne va pas aussi engager tellement de procès au tribunal comme ça, avec tous les privés. Ici, là, la tutelle du privé, c'est d'un collège privé, on a le ministère des enseignements secondaires qui a la possibilité même de bloquer tes subventions. Ouais. Oui, ça peut se faire. Le ministère des enseignements secondaires bloque, on ne te donne plus de subventions parce que tu ne payes pas bien ton personnel. Donc voilà une mesure qu'on peut bien appliquer dans le cadre des collèges privés qui font du n'importe quoi. D'accord. Tout ça, est-ce que, Jean de Dieu, est-ce que ce n'est pas parce que le travail ne vise pas une production au Cameroun? On a l'impression qu'on te donne le travail par faveur et du coup on a le droit de vivre ou de mort sur toi. Justement parce que nous sommes dans un système de consommation et non de production de richesse. Vous savez, dans un système où le travail, la production de richesse est mise en valeur, un employé ne blague pas avec un employeur. Ne blague pas avec un employé qui est productif. Qui est productif. Qui est important dans la chaîne de production. Dans la chaîne de production. Il vérifie d'abord le profil qu'il recrute. Il s'assure que cet employé est productif et qu'il le recrute à la fonction de la productivité et non de la faveur ou alors de liens communautaires ou de je ne sais pas quoi. Ou la carte de visite. Ou la carte de visite des recommandations. C'est parce que nous sommes dans un système de consommation. Ça veut dire que les employés ne sont pas dans une dynamique de production de richesse. C'est l'immédiateté. C'est le là. Si j'ouvre ma boulangerie, dans 2 ans, si je peux gagner 500 millions et que je peux verser 1 million au parti pour être Qu'est-ce que le parti vient faire là? Non, c'est toujours politique. Qu'est-ce que le parti vient faire? Écoutez, c'est toujours politique. Quel est le lien? C'est parce qu'on le parti intervienne pour verser 1 million au parti. Le parti intervient à quel niveau? Pour qu'il n'y ait pas de répression fiscale, pour qu'on ne vous contrôle, on ne vérifie pas. Les militants même du parti sont j'ai cité un parti ici. Pourquoi le PCRN ne s'inquiète pas? La question l'intéresse. Je dis donc pour qu'il n'y ait pas de répression fiscale, pour qu'on ne vienne pas vérifier tout ce qu'on dit là, et on perd dans la dynamique de la production de richesses au détriment de la consommation, c'est-à-dire si on peut vendre aussi et on a quelque chose, on assure
ses arrières en soutenant le maire du coin, la candidature de CI, et l'autre là-bas, pour qu'on ne nous contrôle pas. Mais dans une société où les valeurs de productivité des richesses sont mises en avant dans le sens des lois du code du travail et autres, vous allez constater que l'employeur ne blague pas avec l'employé, parce qu'il sait que c'est lui qui produit sa richesse, c'est lui la plus-value, c'est lui qui est la source de son entreprise. Comment voulez-vous, je vais vous poser, un vrai employeur peut renvoyer à un même poste 4 personnes à un même poste 4 personnes par an? Il s'attend, sérieusement un employeur, il s'attend à quelle productivité, à quoi, quand vous remplacez 4 personnes en moins de 2 ans à un poste, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas là pour produire. Un filou. Vous n'avez pas de vision parce que vous blaguez justement, vous blaguez. Mauvaise lecture. Ce n'est pas une mauvaise lecture. Je vous dis pourquoi. Je vous dis de réalité que si j'ai un snack bar, je vous dis clairement, le client quand vous venez pour la fille qui est là. Vous ne venez pas parce qu'il y a des lumières. Parce qu'il y en a partout. Parce qu'il y en a les lumières. Vous venez avec 10 amis. Oui. Allons boire là-bas parce que j'ai une amie. Parfois, la fille ne vous gère pas. Elle vient seulement faire son travail. Vous venez seulement. Mais maintenant, lorsque l'employeur renvoie cette fille, c'est 12 vos 10 amis et vous, 11 personnes qui ne viennent plus. Vous ne vous rendez pas compte que moi, l'employeur, je ne me rends pas compte que je viens de perdre 10 clients. Je prends un autre fille qui veut savoir c'est 10 clients. Je ne dis pas vous. Mais quand il parle de salaire. Les employeurs, c'est eux qui font une mauvaise lecture. D'accord. Oui, mauvaise lecture. Pas d'ambition, pas de vision. 30 secondes pour un peu rebondir. Je m'adresse également aux chercheurs d'emploi et qui doivent éviter des CV bizarres. Parfois, quand vous lisez, vous voyez vraiment ma mère est malade, je veux vraiment le travail. Je n'ai plus rien à... Non, la demande d'emploi, je n'ai plus rien à manger chez moi. Vraiment, si vous ne me prenez pas, ceux-là qu'on va proposer 500, vous devez d'abord mettre vos qualités en avant. Oui. Vous ne devez pas dire non, je n'ai plus rien à manger. Vraiment, je suis abandonné. Mon père est mort, ma mère est décédée depuis. On m'a chassé. Et si c'est là, vous avez faim. Et c'est la patate qui a accepté de se faire manger cru. Lorsque vous ne présentez pas des éléments et les entreprises qui ne recrutent pas en fonction des profils ou des besoins. On vous achète au prix que vous vraiment, vous-même. On veut répondre à un électorat, on veut si vous ça. D'accord. Donc le lien que vous étiez en train, le lien que vous demandiez, vous avez compris. Le lien avec le parti. Avec le parti. C'est auquel? C'est que on ne veut pas la répression fiscale parce que même les impôts là on ne paye pas. Le parti chargé de la répression fiscale. Mais parce que c'est un parti État. À quel niveau? Au niveau qu'il est un parti État qui contrôle les fonctionnaires. À quel niveau? Moi je vous dis au niveau et vous me demandez à quel niveau? Ça se fait quand? Quel niveau c'est là? La commission de quel parti qui est chargée du contrôle fiscal? Non, nous parlons des réalités de notre pays, monsieur Zé. Vous avez l'occasion de dénoncer. Dites quel parti le fait et comment. Attends, écoutez, je ne suis pas ici pour citer les partis. Je suis en train de dire tout simplement que... On va avancer. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Ils veulent voler l'argent des enseignants à Djombe. Ah bon? Après le retour des congés, au lycée de Djombe, le bureau de l'APE refuse de payer le salaire du mois d'avril aux enseignants vacataires. Un argent qui est pourtant budgétisé depuis le calendrier scolaire du début d'année. Le bureau de l'APE, à travers son président, que les enseignants n'ont pas travaillé. Pourtant, la prolongation d'une semaine de congé est revenue directement du ministère. Ce n'est pas à cause des enseignants. C'est le ministère qui a prolongé les congés. Par contre, dans d'autres établissements de la ville et même du Cameroun, on a déjà payé tous les vacataires. Les parents attendent leur salaire depuis des semaines. Pire encore, aucune communication depuis là. Merci de me garder anonyme. Tu connais le pays. En tout cas, le président de l'APE du lycée de Ndjombe, la dénonciation est passée. Bonsoir le panel Jean-Jacques. La corruption est tellement dans le monde du travail. Aujourd'hui, ce monde est très pourri, tout simplement parce que il n'y a plus de suivi, car la négociation entre employés et employeurs n'a aucun contrôle suivi par le gouvernement. Quand un employeur t'enlève au travail, l'employé n'a aucune protection compte tenu de la corruption qui règne jusqu'au tribunal. Un employeur préfère donner de l'argent au magistrat que de vous payer. Il veut satisfaire son orgueil.
Et ils veulent te montrer que on est mode, comme on dit, que tu n'es rien. Bonsoir. Toujours un plaisir d'écouter Menouga, le tigre. Il est la preuve vivante que le Cameroun détient les têtes des meilleurs systèmes, en fait, les meilleurs systèmes éducatifs du monde. Evina Zam, qui a produit le produit du système éducatif national. Bonsoir. Voilà. Les avocats sont là pour abuser les laissés pour compte. J'ai été abusé par une entreprise parapublique et l'inspection m'a donné raison. Malheureusement, les soi-disant avocats et magistrats sont des véritables corrompus. Jean Daf de Yaoundé, il a eu raison, mais la suite, la corruption a finalement tout bouffé. Bonsoir Jean-Jacques, j'apprécie l'analyse de JDD. D'accord, on va aller plus loin. Tout est normal au Cameroun, true. 4 points d'exclamation. Merci pour la sincérité du panel. Le reste, laissons-le à la postérité. Mais quand tu abandonnes, Elias, Armand, mon voix, donc Como, il ne faut pas abandonner. Le monde du travail, c'est pour ça que le syndicat, il faut bagarrer. Jean-Jacques, pour le cas de cet employé paralysé, qu'il soit immatriculé ou pas, à la CNPS, le garant institutionnel de la sécurité sociale, qui est la CNPS, est tenu de reverser une rente à l'accidenté et en retour, la CNPS a le devoir de faire une action récursoire auprès de l'employeur. En cas de nécessité, bien vouloir communiquer mon numéro à ce dernier. Notez bien, ma contribution est gratuite. Soyez rassurés cordialement. Merci pour assurer l'accidenté qui dit que jusqu'à présent, il n'a rien eu. Il est à l'abandon, donc il est possible de rattraper tout cela. Merci pour cette contribution. Le nombre minimum de travailleurs qu'une entreprise doit avoir pour être astreinte à l'organisation d'une élection de délégués du personnel, c'est 20 travailleurs et non 50. Encore qu'il y a même la possibilité d'en avoir avec un effectif inférieur à 20. Mais cette fois, avec la bonne volonté de l'employeur. Mais si le Révérend Paco, qui est syndicaliste, il sait de quoi il parle lorsqu'on évoque les questions syndicales. Autant d'informations qui sont généralement ignorées par le grand public, par les travailleurs eux-mêmes, par les syndicats. Dans les entreprises, les syndiqués sont rares et ne savent même pas quelle activité mener. Oui, moi je pense, Jean-Jacques Zé, que le quatrième pouvoir que vous êtes, vous pouvez multiplier aussi les débats dans ce sens, ne plus uniquement attendre la période de la célébration de la fête du travail. Mais le travail principal incombe à l'État. L'État doit pouvoir se fixer des objectifs et se donner les moyens de ces objectifs par rapport à un intervalle de temps. Donc si l'État du Cameroun estime que la question du travail et du travail décent est sa priorité, lui-même pour l'atteinte de ses objectifs, il y met un accent. Mais dès qu'on est dans un système de gouvernance, même pas par embuscade, mais sans objectif, c'est un laisser-aller qui s'installe de la première à la dernière minute. Maintenant, quand on est même agent de l'État au Cameroun, on est payé pourquoi? Au Cameroun, on est payé uniquement parce qu'on est recruté. Oui. Mais il faut qu'on fasse, à côté du recrutement, qui est le principe pour lequel on est payé, mais qu'on ajoute d'autres choses qui sont le rendement. Parce que lorsque le ministère du Travail a un personnel, fut-il en quantité inférieure par rapport à la demande, et que les gens ne soient payés tout simplement parce qu'ils sont recrutés, c'est ça qui fait qu'ils peuvent descendre dans les entreprises et se limiter à la corruption. Mais si on se rend compte qu'il y a les dossiers qui leur parviennent, qui les traitent et soumettent à l'appréciation de la hiérarchie et des solutions à prendre. Ça fait donc que la hiérarchie qui est dans le système de contrôle, et on l'a dit, dans le monde du travail, c'est facile. Dès qu'il y a le dialogue social, ce sont les rencontres périodiques entre l'État, l'employeur et les employés. Ça permet donc à l'État de constater que le personnel que j'ai à mon niveau fait exactement son travail. Celui qui ne fait pas son travail, ça saute à l'œil et il est puni et tout le monde voit que ça va bouger. Donc peut-être c'est un politique qui parle, mais nous sommes convaincus que si l'État travaille par objectif, il se fixe les objectifs, il s'y met, on aura les résultats. Mais quand l'État a tout abandonné, parce que quand vous marchez au Cameroun, chacun a fait de son secteur sa propriété. C'est-à-dire chacun a son Cameroun là où il est. Peut-être c'est pas le cas ici chez vous, même pas que peut-être. On voit d'ailleurs la liberté
que vous avez ici dans vos offres, vous faites vraiment, il y a le professionnalisme. Donc, on est convaincu en écoutant vos programmes que c'est pas le cas ici avec le patron Dieudonné Vin. Mais généralement au Cameroun, quand quelqu'un a une télévision, c'est son Cameroun, c'est son pays, c'est lui qui décide de ce qui se passe là-bas, de qui fait quoi. Et lorsque vous venez, c'est un contrat d'adhésion uniquement. Donc vous faites uniquement ce qu'il veut. Mais tout cela parce que l'État a abandonné les Camerounais, les populations à eux-mêmes. Chacun a donc, soit tout le monde, du moins à 90%, on fonctionne, on est résilient. Donc chacun cherche à s'adapter, à s'ajuster à ce qui s'impose à lui pour trouver son compte. Pour finir, il veut voir ses enfants grandir, il ne veut pas de problème. Parce que quand il va vouloir lever la tête, le patron est tout, il est le gros bras, c'est sa propriété, parce que l'État ne fait pas son travail. Donc il faut que l'État se fixe des objectifs et veille à ce que ces objectifs soient réalisés. On va aller très rapidement, 30 secondes chacun. Jean-Jacques Zé, monsieur Anvouna a percé l'abcès quand il parle d'entreprise, de consommation, et surtout que les plus en vue sont dans un certain parti politique et qui contrôle l'Assemblée nationale. Ah bon, qu'est-ce que vous avez avec un parti politique dont oui, les 30 secondes. Oui, les 30 secondes, je dirais aussi que la plupart des employeurs sont ignorants même de l'activité, du domaine d'activité dans lequel ils exercent. Parce que vous avez un employeur qui n'est pas journal, qui ne connaît rien de la communication, mais il a une structure de communication et vient dire aux professionnels qui sont ses employés quoi faire. Voilà aussi le problème, parce que c'est des ignorants qui tiennent même ces entreprises. Parce qu'on leur a dit que la communication donne l'argent. Parce qu'on leur a dit que la communication donne l'argent. Il a d'ailleurs un marché quelque part et il ouvre une structure de communication et il vient dire à Jean-Jacques Zé, non, n'invite plus Vouna, n'invite plus Mouna qui parle de l'école là. Nous ne sommes pas l'amphi ici, c'est mon entreprise. Et ça se passe comme cela. Ça se passe comme Bonsoir ça. Bonsoir et bon débat. Moi, j'ai un problème avec les Chinois. Ah, voilà un aspect. Je suis employeur dans une société chinoise. Non, on reviendra la semaine prochaine. On reviendra dans une société chinoise depuis 3 ans déjà. Mais je ne suis pas cotisé à la CNPS. Les conditions de travail ne sont pas faciles. S'il vous plaît, ouvrez l'œil sur les Chinois. Florent, depuis au Diaflora, on fera un programme là-dessus. Le traitement des employés dans ces structures-là et les complicités, les gens qui les couvrent. Si vous pouvez pleurer là-bas, bagarrer même, et puis le lendemain, c'est vous convire. Les gars continuent leur activité. On a 30 secondes. Et Jean-Jacques, comment je peux dire aux employés, demain c'est le 1er, fêtez, mangez, buvez, mais le lendemain, téléchargez le code du travail, lisez ce code pour comprendre ce qui est à l'intérieur et défendez vos droits. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, je voudrais aller dans le même sens que le docteur sur le plateau en disant qu'effectivement, c'est une question politique. Savez-vous qu'il y a un lien très étroit entre le travail décent et la corruption? Pensez-vous sincèrement qu'un employé mal payé peut travailler avec honnêteté et probité? Non, nous ne pensons pas. Dans la plupart des administrations, plus vous connaissez vos droits, plus vous êtes perçu comme un adversaire par le patron. Dans cet environnement, c'est difficile de se mouvoir. Et du coup, personne ne vous protège lorsque vous connaissez vos droits. Donc il y a les gens pour télécharger là. Vous savez que ceux qui connaissent les droits sont plutôt les dangers. Il faut que cela soit majoritaire. Il faut que cela soit majoritaire. Il y a de plus en plus qui connaissent leurs droits. D'abord, c'est fondamental. Ils doivent savoir lire un contrat. Parce que le contrat, tous les petits aspects là, les police c'est plus petite. C'est là-bas qu'il y a le on veut tomber l'argent, on signe. Mais il y a des aspects qu'on n'a pas vus. Il ne faut pas que le travail soit un piège. Le travail c'est pour produire. Et vous avez besoin d'un personnel pour produire. Il n'est pas votre ennemi. Et pour qu'il produise bien, il faut qu'il gagne bien. Oui, effectivement. Il faut dire aux employeurs qu'en fait, ils interprètent mal le cadre législatif qui est imposé à eux. En fait, tout ce qui est mis en place, c'est pour que la ressource humaine soit mise dans les conditions de production. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les entreprises, des employeurs camerounais généralement, c'est-à-dire les PME et les TPE, stagnent mieux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de vision. Parce que quand
vous avez des ressources humaines qui n'ont pas un plan de carrière au sein de votre entreprise, je puis vous dire qu'elles ne sont pas motivées. Elles travaillent en attendant la bonne opportunité. Ça fait qu'elle ne vous donnera jamais le meilleur d'elle. Donc, les employeurs doivent plutôt comprendre l'importance justement de transformer le travail en travail décent. Parce qu'ils ont souvent l'impression que en transformant le travail en travail décent, c'est faire les cadeaux à l'employé. Non, c'est mettre l'employé dans des conditions qui vont lui permettre justement d'être efficace pour que votre entreprise soit même pérenne. C'est simplement ce que je veux dire. Et aux employés, apprenez à vous syndiquer. Parce que c'est aussi important de leur dire ça. Syndiquez-vous. Merci Jean-Louis Démas sur la page Facebook en direct à plus de 20 employés. Obligés d'avoir au moins un délégué du personnel. Il faut le faire. Il faut que ce soit respecté. On a fini pour vos 30 secondes des cartes. Peut-on faire mieux? Oui, on peut faire mieux si l'acteur principal, les deux acteurs qui sont des patrons, je crois qu'on a déjà assez dit ici pour le ministère, ils ont compris ce qu'ils ont à faire en termes de proximité de contrôle. Il faut qu'ils multiplient soit le personnel, soit la proximité, le temps de contrôle, que ce soit plus fréquent. Et les employeurs, vraiment, comme on le dit, ils font une mauvaise lecture vraiment de la chose. Ils pensent qu'il faut investir, beaucoup investissent même sur le bâtiment, sur arranger le lieu, les clients et les usagers vont venir voir. Sans investir sur les ressources humaines. Il faut que vos employés aient envie de faire grandir vos sociétés. D'accord. Comme ça, ils vont mieux vous servir. Je crois qu'il y a un aspect qui m'a échappé dans ma prise de parole. L'État lui-même doit prêcher par l'exemple. Les sociétés parapubliques, on a plusieurs cas. Moi, je connais un cas au Mines-Postel où le juge a même tranché, mais l'État, à travers le Mines-Postel, est dans le dilatoire. Il ne dédommage pas les employés. Donc, il faut que l'État aussi, dans la bagatelle des mesures, prêche par l'exemple. Donc, quand il y a une faute et que les responsables ont été établis, si c'est l'État doit le faire. Si l'État, lui, ne le fait pas, comment on veut que l'employeur dans le privé puisse le faire également. Monsieur, merci d'être venu. Demain, c'est le 1er mai. On souhaite une bonne fête de travail à tous les travailleurs convaincus et convaincants, qu'ils boivent, qu'ils mangent, mais qu'ils n'oublient pas de jeter un coup d'œil dans le code du travail, de voter leur délégué du personnel, c'est très important. Et au patron, le délégué du personnel n'est pas votre ami, n'est pas votre ennemi. Ne nommez pas les délégués du personnel, laissez les personnels voter leurs représentants. Très bonne soirée.